se rassurer et même s'améliorer avec l'IA, quelle place dans l'évaluation de mes étudiants. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de pouvoir accueillir différents intervenants, en l'occurrence Monsieur Pascal Detro, Madame Laurence Leclerc, Monsieur Frédéric Sény et Jérémy Depeau, qui vont nous parler un petit peu de cette thématique-là. Alors peut-être, avant de commencer, un petit mot sur ce qui nous permet finalement de mettre en place ce type d'événement. Si vous n'êtes pas au courant, en fait, Comet, qui équivaut à la communauté des hautes écoles technopédagogiques, c'est un projet qui œuvre à la réflexion et à la mise en place de formations que nous donnons pour ce qui concerne finalement les questions numériques au sens large. Et donc, pour ce faire, des personnes relais des hautes écoles partenaires se retrouvent finalement afin d'échanger et de construire des événements qui sont, en tout cas, on le souhaite, porteurs de sens pour les praticiens, comme vous l'êtes ici en haute école. Et donc, ce projet, finalement, il existe grâce au cofinancement du Fonds social européen, ce qui nous permet finalement de vous proposer gratuitement ce genre de formation, différentes interventions et tout autre événement tel que celui qu'on va vivre finalement aujourd'hui. Alors, pour aller plus en avant et vous présenter les différents intervenants du jour, je commencerai par Monsieur Detro, qui est professeur à l'IFRES de l'Université de Liège en Belgique. Et en tant que responsable académique du SMART, il démontre son expertise dans l'amélioration des outils de création et d'évaluation des évaluations pédagogiques. Le docteur Detro dirige également l'unité de recherche Didactifen, spécialisée dans les didactiques et la formation des enseignants. Il est aussi président de l'ANME Europe, une association dédiée au développement des méthodes d'évaluation en éducation. Et il est également cofondateur du réseau thématique évaluation et enseignement supérieur au sein de cette même association. Donc, Monsieur Detro nous fait le plaisir d'être présent parmi nous pour animer une conférence introductive à propos de la question qui nous intéresse finalement toutes et tous aujourd'hui. Et suite à cette intervention, nous accueillerons Madame Laurence Leclerc, qui est technopédagogue au service e-learning de Elmo, ainsi que Frédéric Sény, qui est enseignant référent e-learning dans le département informatique et technique de Elmo également. Et nous terminerons alors ce tour de table par Jérémy Depeau, qui est membre de la cellule d'appui pédagogique CapLearn de la HEH et également enseignant. Il donne les cours d'éducation au et par le numérique dans les sections d'enseignants SA et S2 au département pédagogique de la HEH. Alors, au niveau du déroulement, comme je vous l'annonçais, on commencera par une conférence introductive de Monsieur Detro, que je ne vais pas spoiler ici, je lui laisserai tout le plaisir de pouvoir vous annoncer son sujet. Et nous poursuivrons avec les interventions de Laurence, Frédéric et Jérémy, et pour arriver enfin à une séance plutôt d'échange, de questions, des réponses, de discussion à propos de cette thématique-là. Est-ce que ça vous convient? C'est parfait. C'est parfait pour moi. Eh bien, c'est super. En même temps, il est un petit peu tard pour changer, je vous avoue, mais je suis content, c'est parfait. Et donc, pour ce faire, je laisse donc la main à Monsieur Detro et donc j'arrête le partage de mon écran. J'espère qu'au niveau du partage d'écran, tout roule. Normalement, vous êtes toutes et tous désignés en tant que présentateurs. Voilà, super. Merci Monsieur Detro. Mais avec grand plaisir et merci pour l'invitation et puis le petit mot d'introduction. J'ai combien de temps à peu près? Oh, on avait parlé d'une petite heure, si cela vous convient C'est ce toujours. qui me semblait, mais je voulais vérifier. Parfait. C'est super. Bon, bonjour à tous et voilà, ça me fait plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que le projet Comet poursuit le projet qui s'appelait Formatis et même au début Formaitis. Et tout au début de ma carrière, figurez-vous que j'ai un peu travaillé sur ce projet et que mon épouse l'a même cofondé, enfin en tout cas a travaillé tout au début avec Brigitte Denis sur ce projet-là. Donc voilà, c'est une manière aussi, pas de boucler la boucle, là on est un peu jeune pour ça, mais de revenir à mes premières amours. Donc merci pour l'invitation et ça fait chaud au cœur. Un mot, oui, donc on va parler d'intelligence artificielle. La plupart d'entre vous sont des technopédagogues, vous connaissez le sujet. Il y a fort à parier que je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur ce sujet-là en particulier. Du coup, la question qui m'a taraudé et qui m'amène peut-être à donner un discours qui peut-être, je l'espère en tout cas, sera plus pertinent pour vous, c'est de voir comment, à partir de ce que vous savez de l'intelligence artificielle, qu'on ne va pas réinventer là ce soir, mais comment du coup on peut essayer d'améliorer ces dispositifs d'évaluation parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et donc on va voir pourquoi ils en ont vraiment besoin et on va voir aussi comment on peut sans doute le faire ou comment on peut conseiller à des enseignants de le faire. On va pas aborder tout un tas de sujets qui pourtant mériteraient d'être abordés, mais voilà, on va se recentrer sur l'évaluation et l'intelligence artificielle, mais ça ne veut pas dire qu'on peut le faire de manière abstraite sans se préoccuper à un moment donné dans sa vie d'un certain nombre de préoccupations, notamment les enjeux
Oula, notamment les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle me semblent quelque chose de relativement intéressant et important à aborder. Est-ce que tout le monde a le même rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui devraient nous concerner en lien avec cette intelligence artificielle et l'éthique que ça permet ou pas d'atteindre au niveau de nos processus éducatifs? Les enjeux écologiques, hein, vous savez que voilà, par exemple, à l'Université de Liège, on a un vice-recteur à la sobriété numérique. Et bien, l'intelligence artificielle va à l'encontre d'une forme de sobriété numérique, parce que écologiquement, on peut tenir le choc face à ces innovations en termes d'intelligence artificielle. On ne va pas en parler, mais on a des raisons d'en douter. Les enjeux philosophiques, est-ce que finalement l'intelligence artificielle, quel est le rapport avec l'intelligence humaine? Est-ce qu'il va nous rester un peu d'intelligence humaine propre, hormis peut-être les émotions, et encore quand l'intelligence artificielle sera au sommet de son avènement, ce qui n'est sans doute pas encore le cas. Voilà, c'est des questions qui devraient nous habiter. Les enjeux économiques de l'intelligence artificielle, vous savez que l'Europe est un peu à la traîne par rapport à ça, mais vous savez aussi qu'en fait, bah, toute l'intelligence artificielle fonctionne et fonctionne plutôt bien parce qu'il y a des gens qui ont été exploités pour aller encoder un certain nombre de choses au niveau de l'intelligence artificielle, des gens qui ont été exploités pour le faire. Donc les enjeux économiques ne sont certainement pas à négliger. Les enjeux sociaux, est-ce qu'on ne va pas arriver à une forme de fracture numérique où ceux qui pourront recourir à l'intelligence artificielle vont avoir un peu voilà, d'avantages par rapport à ceux qui ne pourraient pas le faire? Et on sait, on s'en préoccupe, vous vous en préoccupez certainement au niveau de vos écoles ou universités. Bah, vous savez que bah, voilà, il y a des enjeux sociaux, un décrochage potentiel quand il y a l'usage du numérique. Tout le monde n'est pas aussi connecté, aussi équipé que tout le monde, tous les autres. Donc, ça pose des questions. La conférence va pas non plus avoir tout un discours pourtant intéressant sur une distinction entre l'IA générative, ce qu'on connaît, ChatGPT, et puis l'IA qui est utilisée à des fins de recherche, notamment les algorithmes qui vont nous proposer de plus en plus de contenus qui vont dans le sens de ce qu'on aime avoir, notamment sur les réseaux sociaux, mais pourquoi pas aussi à des fins pédagogiques, sur nos méthodologies d'apprentissage, sur nos expériences d'apprentissage les plus positives. Donc il y a des éléments positifs, il y en a d'autres qui sont un peu négatifs avec cette IA non générative, mais on ne va pas aborder ce sujet-là non plus, et on ne va pas non plus aborder les enjeux strictement pédagogiques. On va les esquisser, bien sûr, mais donc on va se recentrer très fort sur l'évaluation et sur l'intelligence artificielle. Alors, pour introduire un peu la discussion. Et je suis tombé sur cette citation quand je préparais du matériel pour des conférences que j'ai d'abord données au Liban, puis à Mons et puis à vous. Euh, je suis tombé sur cette citation qui m'a vraiment intéressé. Ces défis exercent, donc les défis de l'intelligence artificielle, hein, exercent une pression importante sur les universités pour qu'elles mettent de l'ordre dans le paysage perturbé de l'évaluation par le biais de l'élaboration de politiques. Si vous lisez cette phrase-là, vous en avez une interprétation très certainement. C'est fait dans une revue critique sur les politiques d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez certainement des chartes ou des éléments comme ça. Mais moi, quand j'ai vu cette phrase-là, étant spécialiste de l'évaluation, et ça vous a été précisé, je me suis dit, mais mettre de l'ordre dans le paysage perturbé de l'évaluation, ça fait 20 ans que j'essaye à mon humble niveau de pouvoir y arriver parce que le paysage de l'évaluation dans l'enseignement supérieur, il est déjà pas mal challengé, chamboulé par rapport à ce qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire des dispositifs d'évaluation qui mesurent des acquis d'apprentissage chez les étudiants avec une certaine robustesse pour être capable de prendre des décisions les plus mesurées possibles par rapport à leur réussite, leur échec, etc. Or, quand on a une analyse critique des dispositifs d'évaluation à l'université ou même en haute école, on ne peut pas ne pas être insécurisé par rapport à la validité des mesures, à des éléments qu'on connaît bien, comme les biais de genre, etc. etc. Donc, le paysage de l'évaluation, pour moi, était perturbé. Je me suis dit, mais tiens, si on donne un peu de respiration à cette phrase, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas justement un bon moyen d'essayer de remettre un peu d'ordre dans ce paysage? Et donc, je vais vous présenter que l'évaluation des enseignements supérieurs est déjà un système en tension. Je vais vous expliquer pourquoi. À mes yeux, en tout cas, ça va prendre pas mal de temps sur la conférence et on ne parlera pas du tout d'intelligence artificielle là-dedans. Désolé, mais en même temps, c'est ce qui va permettre ensuite d'expliquer pourquoi l'intelligence artificielle, par rapport à système en tension, amène un doute encore supérieur et
qui du coup rend visible des choses qui n'étaient non visibles, mais qui commencent à inquiéter les gens. La preuve, vous êtes assez nombreux à passer votre lundi soir à venir écouter quelqu'un parler du sujet. Et pourquoi l'intelligence artificielle, si on fait abstraction de tout ce que j'ai raconté préalablement, peut être une solution partielle, en tout cas, au problème. Donc, on va commencer par le POA, l'évaluation dans l'enseignement supérieur à système en tension. Idéalement, si les choses étaient parfaitement bien raccord, on devrait avoir un dispositif qui fonctionne à peu près comme celui-ci. On aurait un référentiel professionnel qui viendrait du monde professionnel, qui nous dirait ce que les étudiants doivent apprendre dans le cadre de nos filières, qu'elles soient professionnalisantes, mais même dans les filières non professionnalisantes, des professionnels pourraient nous expliquer des éléments en lien avec ce référentiel, et on le confronterait à un référentiel disciplinaire. Et de ce dialogue collaboratif entre le monde professionnel et le monde disciplinaire devrait aboutir à un référentiel de formation. Alors, je ne parle pas du référentiel de formation qu'on rend à l'ARES, fait sur le coin d'un bureau. Je veux dire, il est nécessaire, si on veut évaluer correctement en bout de chaîne, que ces éléments aient été pensés, qu'il y ait une adhésion collective par rapport à ça. Et ça pose un certain nombre de questions. Déjà, ce petit élément, et vous allez voir que la page blanche va se remplir, ce référentiel de formation existe-t-il? À l'université, je peux vous dire que c'est rare. En auto-école, j'en ai vu certains. Mais on peut se poser ensuite la question, comment réellement a-t-il été construit? Est-ce qu'il est bien en lien avec les référentiels professionnels ou est-ce qu'il est vraiment en lien avec les référentiels disciplinaires? Et comment s'est fait l'arbitrage nécessaire entre le référentiel disciplinaire et le référentiel professionnel? Est-ce qu'il précise, non seulement il existe, mais est-ce qu'il précise les niveaux attendus pour chacune des compétences ou des acquis d'apprentissage, et ce, à chaque moment de la formation? Les enseignants de la filière le connaissent-ils? Donc c'est déjà un premier set de questions que je vous renvoie en vous disant, oui, nous, ça, on maîtrise, ou oui, nous, ça, on ne maîtrise pas. Mais je peux vous dire que moi, à mon niveau à moi, dans les cours que je donne, que ce soit les cours en enseignement supérieur, au niveau de l'université, dans la filière des pédagogues, ou même quand je forme les profs d'UNIF, ces référentiels de formation, ils sont pas, bien sûr, on y a un peu réfléchi, on est quand même des pédagogues, mais ils ne sont pas aussi formalisés, aussi clairs que ce qu'on aimerait parfois qu'ils soient. Alors, ce référentiel de formation devrait nous mener, et s'il n'existe pas, on voit qu'on a quand même un certain nombre de problèmes qui commencent à se poser de manière de plus en plus importante, à un référentiel de cours. C'est-à-dire, le cours, finalement, qu'est-ce qu'il va viser, en lien évidemment avec le référentiel de formation, et ce référentiel de cours doit donner lieu aussi à un référentiel d'évaluation. Et donc, ce référentiel de cours devrait nous amener à avoir un certain nombre d'enseignements, d'activités d'apprentissage qui devraient mener à un certain nombre d'apprentissages. Alors, si vous êtes très optimiste, vous dire, mais ça, on a, il radote, monsieur de trop, on a tout ça. Mais si vous êtes un peu pessimiste et que vous regardez vraiment le matériau que vous avez à disposition, sans doute que vous pouvez quand même ouvrir un certain nombre de questions par rapport à ça. Et donc, le référentiel de cours est-il bien en adéquation avec le référentiel de formation? Est-ce qu'on en est sûr? Alors, quand je dis est-ce qu'on en est sûr, c'est pas est-ce qu'on a pu produire un jour un document pour la EQS qui règle le problème, hein. C'est vraiment est-ce qu'on est intimement convaincu que tous les cours contribuent à tout ce référentiel de formation et uniquement ces référentiels de formation et avec une intelligence collective qui nous a permis de construire des référentiels? Je vous laisse la question, elle est ouverte. Le référentiel d'évaluation est-il bien en lien avec le référentiel de cours? Et existe-t-il? Est-ce qu'on sait clairement ce qu'il faut évaluer par rapport au cours qu'on est en train de donner? C'est pas si évident que ça dans beaucoup de contextes en tout cas. Les activités d'apprentissage sont-elles bien en lien avec le référentiel de cours et uniquement en lien avec ce référentiel de cours? Et les apprentissages peuvent-ils être réalisés? C'est-à-dire, est-ce que les étudiants ont les prérequis ou les préacquis pour pouvoir entrer dans ces apprentissages? Alors, je ne vais pas illustrer tout ça par de très nombreuses anecdotes, mais je vous donne quand même une anecdote. Pédagogue, spécialiste de l'évaluation, je suis amené à donner un cours question d'évaluation à des masters. Et donc, je donne ce cours, et c'est un cours de 3 ECTS, c'est la première fois que je le donne, et je trouve que c'est une excellente idée, je ne sais plus très bien pourquoi d'ailleurs, de faire un travail de groupe dans ce cours. Et donc, je vais faire un certain nombre de groupes, 7 ou 8, et je vais demander à chacun des groupes d'étudiants, de 3 ou 4 étudiants, d'analyser à travers la littérature un biais en évaluation.
le biais de genre, il y a plein de biais en évaluation. Par exemple, le prénom de l'étudiant peut influencer le jugement du correcteur. Donc, il y a plein de littérature là-dessus, la qualité de la graphie. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et donc, je demande à mes étudiants de prendre un biais et puis de travailler à faire une présentation PowerPoint de ce biais, de ce que la littérature en dit, et puis de venir présenter ça à leurs collègues. Sur un cours de 3 ECTS, un tiers du cours est consacré à ça, jusqu'au moment où je me dis, mais Pascal, finalement, qu'est-ce que tu visais comme compétence à développer chez tes étudiants en leur faisant travailler ça? Alors bien sûr, je pourrais me retrancher derrière, bah, c'est bien, ils ont lu la littérature, ils ont vu où aller la chercher, ils ont pu faire un PowerPoint, ils ont pu présenter. Mais je me suis dit, mais ton cours, c'est un cours de questions d'évaluation. Bien sûr, un peu de compétences transversales du type où aller chercher dans la littérature, c'est intéressant, mais est-ce que vraiment ton cours, ça nécessite de passer quasi la moitié du cours, si on prend les présentations des étudiants, etc., à faire ça, alors que j'ai tellement de choses à leur dire, moi, à ces étudiants, sur la manière dont ils pourraient améliorer leur qualité d'évaluation. Et donc, même en tant que pédagogue, l'activité, bien sûr, est intéressante, hein. Je veux dire, vous voyez, vous-même, vous êtes pédagogue, vous voyez un prof qui fait ça, vous dites bonne idée. Mais finalement, quand moi j'essayais de raccrocher ça à mon référentiel de cours, et avec ce que j'imaginais, parce que tout ça n'a pas été écrit, être un référentiel de formation par rapport aux étudiants qui étaient en formation, bon, c'était un cours qui se donnait en bac zéro en pédagogie, donc souvent des gens qui étaient en reprise d'études ou qui venaient des hautes écoles, dans le domaine de la pédagogie, je me suis dit, mais vraiment, est-ce que c'est ça que tu vises? Et ma question était plutôt non. Donc, vous voyez, même alors que je suis un spécialiste du domaine et que je m'intéresse à la question, je peux tomber dans des pièges de ce type-là. Donc, voilà, je crois que ça vaut vraiment la peine d'essayer de bien réfléchir et de bien baliser tout ça. Mais peut-être que vous allez me dire, oui, oui, c'est fait, donc on va avancer et on va arriver sur d'autres éléments du modèle. Ces activités d'enseignement, mais aussi ces référentiels de cours et d'évaluation, devraient nous permettre d'arriver à un artefact évaluatif. Un artefact évaluatif, c'est la méthodologie que vous allez mettre en place pour recueillir de l'information sur laquelle vous allez porter un jugement et qui va vous permettre de prendre des décisions. Ça, c'est la définition de l'évaluation. Prendre de l'information, porter un jugement, prendre des décisions. D'accord? Stoffelbeam en 81, De Kettel en 82, Romainville en 97. C'est une définition qu'on retrouve, en tout cas, c'est une danse à 3 temps, prise d'information, jugement, décision, qu'on retrouve dans à peu près toutes les définitions de l'évaluation. Évidemment, ces décisions peuvent être formatrices ou certificatives, etc. L'artefact évaluatif, c'est donc ce qui va vous permettre de prendre de l'information. Ça peut être l'examen en fin d'année, ça peut être le portfolio, le travail, le mémoire, ça peut être l'examen oral, l'examen écrit, le QCM, bref, c'est tous ces éléments qui vous permettent de recueillir une information pour prendre un jugement. Et donc la question qu'on peut se poser, est-ce que cet artefact évaluatif est bien en lien avec le référentiel de cours d'évaluation et en lien évidemment avec les activités d'apprentissage qu'on a posées. Normalement, j'enfonce des portes ouvertes, c'est la triple concordance, ça, c'est l'alignement pédagogique, Bix, Leclerc, plus récemment, vous allez voir chez Raphaël Paschini de la formation là-dessus. Mais quand même, là aussi, le diable se cache parfois dans les détails, et si j'avais un peu de temps, je vous montrerais des dispositifs d'évaluation qui pourtant, vus de loin, sont excellents et ont une concordance absolue, et quand on les regarde d'un peu plus près, on peut quand même se poser une série de questions. J'ai pas le temps, mais si vous avez des questions là-dessus, je serais ravi de pouvoir vous donner quelques exemples par rapport à ça. Quand bien même votre artefact évaluatif est vraiment en lien avec ce référentiel d'évaluation, ce référentiel de cours, encore faut-il qu'il existe, et avec les activités d'apprentissage que vous avez mis en œuvre, euh, vous allez recueillir l'information à travers une performance de l'étudiant face à l'artefact évaluatif que vous lui avez proposé. Et là, on sait qu'il y a énormément de portes ouvertes à des erreurs de mesures que vous allez récolter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'étudiant est stressé, parce qu'il est fatigué, parce qu'il joue peut-être gros sur cette évaluation, peut-être aussi parce que dans votre évaluation, à votre corps défendant, il y a des biais de genre, il y a des éléments ou des biais liés au prénom, bref, il y a des erreurs de mesure dans ce que vous allez récolter. Et puis tout ça, ce matériau que vous allez devoir le corriger. Et là aussi, il y a toute une littérature qui porte sur la fidélité interjuge ou la fidélité intrajuge et qui vous montre grosso modo que l'humain est un piètre évaluateur. Si ça vous intéresse, je vous invite
vous pouvez venir. Il y a des formations que l'IFRES organise pour les profs d'UNIF ici, mais vraiment, si ça vous intéresse, bon, envoyez un petit mail et je vous inscrirai, qui démontre à quel point l'humain est un mauvais évaluateur s'il n'est pas aidé, s'il ne met pas en place une démarche structurée. Bah, ça tombe déjà bien parce que cette démarche structurée, c'est celle que je vais circonscrire autour de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Donc, on donne une correction par rapport à ça. Et sur base de cette correction, la note que vous allez donner à l'étudiant, vous allez inférer une décision. C'est-à-dire que la note que vous allez donner à l'étudiant dépend de la qualité de tout ce qui est préalable. Est-ce que le référentiel de formation était bon? Est-ce que le référentiel de cours était bien en lien avec le référentiel de formation? Est-ce que l'artefact évaluatif était bon? Est-ce que la performance a été mesurée clairement chez l'étudiant, etc. Est-ce que ma correction a été pertinente? Et de tout ça dépend une inférence sur la décision que vous allez faire. Presque une inférence statistique, là, pour ceux qui maîtrisent un peu les stats. C'est ce qu'on fait en stats. On part d'un échantillon et en fonction de la qualité de l'échantillon, mais aussi du processus qu'on a mis en place pour recueillir les données, vous pourrez ou non pouvoir inférer que les conclusions que vous avez sur votre échantillon, vous allez pouvoir les reporter sur la connaissance. Parce que ce qui vous intéresse, c'est pas de savoir si l'étudiant a réussi votre examen. Ça vous intéresse, mais c'est un moyen indirect de savoir si l'étudiant maîtrise votre matière. Et ce qui vous intéresse fondamentalement, c'est est-ce que l'étudiant maîtrise la matière. Mais s'il y a beaucoup de biais dans tout ce qui précède, eh bien, vous allez avoir une mesure qui ne reflète pas réellement ou avec grande précision les apprentissages des étudiants. Et là, on va commencer à avoir des problèmes. Donc, des décisions qui vont vous permettre deux choses si elles sont formatrices, de pouvoir permettre à l'étudiant d'augmenter, d'améliorer ses activités d'enseignement, d'apprentissage pour pouvoir susciter de meilleurs apprentissages. Donc, c'est la flèche qui est en bas et qui part vers l'apprentissage. Et la flèche qui est en haut, c'est pour vous permettre à vous, peut-être, d'améliorer vos dispositifs d'enseignement-apprentissage. Et donc, pour les étudiants, d'améliorer leur type d'apprentissage pour finalement atteindre les éléments. Et là aussi, on peut se poser plein de questions. Quelle est la validité conséquentielle du feedback? Donc, quelles sont les conséquences que vous donnez au feedback? Il y a toute une littérature sur le feedback et qui montre aussi que le feedback, pendant des années, depuis les années 60 jusqu'aux années 2007-2008, a été considéré comme un produit. Donc, il fallait essayer d'améliorer ce feedback en le calibrant, en utilisant les bons mots, donc comme un produit qu'on donnait à l'étudiant. Et depuis maintenant une grosse quinzaine d'années, on considère que c'est un processus et que dans ce processus, nous, enseignants, avons un rôle de vérifier si les étudiants ont bien maîtrisé ce qu'on attendait d'eux à travers le feedback. Donc, il devient, si vous voulez, une espèce de dialogue dynamique entre un prof et un enseignant, où le prof doit s'assurer que le feedback a été bien compris et est utilisable par l'étudiant. Donc, vous voyez que ça ouvre pas mal de champs qui sont intéressants, mais évidemment, dans un contexte de définancement de l'enseignement supérieur, c'est aussi un champ qui nous fait un peu peur quand on travaille à ce niveau-là. Et puis évidemment, si tout ça fonctionne bien, vous avez aussi, cette décision vous amène aussi à certifier, c'est-à-dire à dire que les étudiants sont compétents et possèdent quoi? Bien qu'ils possèdent des choses en lien avec ce référentiel de formation. Autrement dit, qu'ils ont atteint le référentiel de compétences professionnelles, le référentiel de compétences disciplinaires, surtout le référentiel de formation qui vient de cette analyse entre un référentiel professionnel et un arbitrage entre cet référentiel professionnel et un référentiel disciplinaire. Et donc ça, vous devez le certifier. Mais vous voyez que s'il y a des grains de sable un peu partout dans ce dispositif, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez certifier? Si votre référentiel de cours est un peu bancal par rapport au référentiel de formation, si le référentiel de formation n'existe pas, si vos activités d'enseignement ne sont pas perdant en lien avec votre référentiel de cours, si l'artefact évaluatif est un peu biaisé par rapport à tout ça, si la performance de l'étudiant a été recueillie dans un contexte qui n'est pas tout à fait favorable, si votre processus de correction n'a pas été génial, etc., que vaut cette décision, que vaut cette inférence que vous faites entre la correction et la décision que vous allez prendre et finalement, qu'est-ce que vous certifiez. Donc, quand je vous disais en introduction que pour moi, l'évaluation dans l'enseignement supérieur était déjà un système en tension, c'est parce que tout ça, moi, ça fait des années que j'essaie de le faire comprendre aux profs d'UNIF avec lesquels je travaille et que j'essaie de mettre en place des dispositifs qui permettent d'améliorer tout ce mécanisme pour finalement avoir un processus de décision qui soit plus robuste par rapport quand même à l'avenir des étudiants. Et finalement, on joue relativement gros quand on certifie un étudiant par rapport à une
matière ou par rapport à une profession. Alors, ceci étant dit, l'IA est un générateur de doutes encore plus important que simplement ce système en tension que je viens de vous décrire. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, la communauté éducative massivement s'est dit, nous ne pouvons plus rien certifier parce que la performance de l'étudiant ne dépend plus de ses apprentissages, puisque l'étudiant peut s'aider de ChatGPT pour faire la preuve de sa performance, pour répondre à l'artefact évaluatif, et que du coup, la performance de l'étudiant peut ne plus être en lien avec son apprentissage. C'est ça qui nous fait peur, en fait. C'est ça qui nous fait peur dans l'avènement de ChatGPT. C'est les premiers éléments dans toutes les institutions qui ont, enfin, pour lesquels on a discuté de l'intelligence artificielle, c'était pas super outil, ça va nous aider, c'était oi, comment est-ce qu'on va évaluer nos étudiants maintenant qu'ils vont avoir cet outil dans les mains. Donc ça a cassé, si vous voulez, une espèce de postulat. Il y en avait quelques-uns qui soutiennent l'ensemble de ce dispositif. Donc si ce dispositif, je vous l'ai dit, est bancal, il y avait quand même quelques postulats. Postulats, je répète que c'est des vérités qu'on ne doit pas vérifier parce qu'elles sont édictées en tant que telles au début même d'un processus de réflexion. Il y avait quelques postulats qui tenaient bon, qui étaient sans doute qu'il était sans doute nécessaire de vérifier, mais qui tenaient bon dans notre système universitaire. Et tout d'un coup, il y a un de ces postulats qui ne tient plus compte, c'est le dernier, la performance des étudiants résulte de leur apprentissage. C'est pas pour ça que les autres postulats étaient tout à fait vrais, hein. Les enseignants sont compétents dans la matière qu'ils enseignent. Je peux vous montrer aussi que ce n'est pas toujours vrai. L'humain n'est pas un bon évaluateur. Je vous ai parlé tout à l'heure du prénom, de la sympathie qu'on peut avoir ou non par un prénom qui va pouvoir altérer notre jugement par rapport à des copies. Donc il y a des tas d'études dans la docimologie, science de l'évaluation critique, qui portent sur ce sujet-là. C'est absolument passionnant. Mais pour prendre un autre exemple qui va sans doute vous parler, si vous êtes enseignant et que vous corrigez une copie moyenne, eh bien si cette copie moyenne arrive après une très très bonne copie, vous avez tendance à la dévaloriser. Pourquoi? Parce que vous êtes tout à fait favorable, vous êtes très content, vous avez une très bonne copie, un étudiant qui comprend tout, et puis vous tombez sur cette copie moyenne et vous dites, bah ça c'est déjà beaucoup moins bien, et votre bic, si vous voulez, qui descend un peu, il va descendre un peu trop, et vous allez sans doute être un peu plus sévère avec cette copie. Si cette copie moyenne arrive après une copie médiocre, vous êtes un peu énervé, l'étudiant n'a rien compris, ça ne va pas, et puis vous tombez sur cette copie moyenne et vous dites, ah, en voilà un qui a déjà mieux compris. Et vous allez avoir tendance à surestimer son épreuve. Boniol a montré ça en 1972, il y a tout un tas d'études qui démontrent ça aujourd'hui, et même avec des grilles d'évaluation, même quand on le sait, c'est assez difficile de contrecarrer cet effet qui s'appelle un effet de contexte. Il y a pas mal de littérature là-dessus, et ça nous montre que l'humain n'est pas un très très bon évaluateur. Même quand on est un spécialiste matière, on n'est pas très bon pour évaluer. Les enseignants savent mener à bien des évaluations de qualité, c'est un autre postulat qui est faux. Les enseignants sont une autorité morale capable de juger. Qu'est-ce que je peux l'entendre à l'université? Non, mais moi, ça va, je comprends bien ce que vous dites, monsieur De Trot, mais moi, je suis au-dessus de tout ça. Ça fait 20 ans que j'évalue, je sais comment évaluer. Voilà, on peut quand même se poser un certain nombre de questions par rapport à ça, et les enseignants qui me disent ça et pour lesquels j'observe leur processus d'évaluation, on peut quand même rentrer dans un dialogue collaboratif pour améliorer les choses, parce que parfois il y a une surestimation, hein. Le cerveau est ainsi fait que c'est la théorie de la dissonance cognitive de Festinger, quand on fait quelque chose et qu'on est un peu en indélicatesse par rapport à ça, notre cerveau va au contraire nous montrer qu'on est très bon pour le faire. Bref, en tout cas là, il y a un postulat qui est rompu, on va voir s'il est vraiment rompu, mais dans le discours, en tout cas des autorités et d'un certain nombre de profs, la performance des étudiants ne résulte plus de leur apprentissage. C'est une catastrophe. Nous ne savons plus évaluer. Alors allons voir si c'est vrai quand même, et si c'était vrai de tout temps. Donc est-ce qu'il y avait vraiment, et de tout temps, un lien entre apprentissage et performance? Alors pour moi, ce lien, il n'est pas si évident que ça. Bah, je vous l'ai déjà montré, hein, il y a pas mal de biais qui peuvent intervenir sur la correction, etc. Mais même sur la performance, c'est pas évident que ça, qu'il y ait un lien, qui soit une corrélation à point 1 sur lesquels il ne faut pas s'interroger. On a quand même tout un tas d'éléments dans nos dispositifs pédagogiques dans l'enseignement supérieur qui nous disent que ce n'est pas toujours le cas. Quand vous faites un travail de groupe, que vous mettez 5 étudiants pour faire un travail et que vous donnez la même note à tout le monde, ou même si vous avez des pondérations en fonction de ce que les uns pensent des autres, enfin, etc., il n'y a pas
un lien direct entre apprentissage et performance. Et d'ailleurs, c'est décrit dans la littérature, hein, les étudiants qui ne font rien, c'est les suceurs de rue, et ils peuvent avoir des poids ou grappiller des poids alors qu'ils n'ont pas appris grand-chose. Par ailleurs, il y a des étudiants qui auraient appris des choses sans vous, ou en tout cas pour lesquels les apprentissages ont été moins importants parce qu'une partie de la matière, ben, ils la maîtrisaient déjà en arrivant dans vos cours. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre apprentissage et performance? C'est pas évident que ça, puisqu'ils avaient appris des choses préalablement. Je vous ai déjà parlé de la surestimation des scores, notamment si vous utilisez des QCM et que vous ne mettez pas de points négatifs. C'est un autre débat. J'ai fait une conférence sur le pôle liégeois là-dessus. Je ne vais pas y revenir, mais automatiquement, vous allez surestimer le score de vos étudiants. Donc, il n'y aura pas non plus un lien entre apprentissage et performance. Il y aura en tout cas une surestimation des étudiants les plus faibles, mais aussi des plus forts, mais surtout des plus faibles par rapport à ça. Il y a toute une série de biais, je vous en ai déjà parlé. Il y a le plagiat qui a fait le travail. Est-ce que quelqu'un a payé quelqu'un d'autre pour faire le travail? Est-ce que les parents étaient derrière ou pas? Etc., etc. Ça posait déjà une série de questions, mais comme on partait sur le postulat que tout se passait bien, c'est des questions qui parfois taraudaient l'un ou l'autre enseignant, mais qui remontaient assez peu à la surface. Ici, ça remonte à la surface. C'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être un bon moment justement pour y réfléchir et essayer d'améliorer les dispositifs. Et puis, non seulement la question n'est pas rigoureusement nouvelle, elle se posait déjà un peu, ça, c'est ce que j'ai voulu dire par la première puce. Et puis, la question ne se pose pas non plus avec énormément d'acuité. On a fait, il y a une dizaine d'années, on a évalué, peut-être que vous y avez contribué si vous étiez déjà là, on a fait une enquête sur les pratiques d'enseignement supérieur dans l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur, universitaire et haute école. C'est une étude qu'on a fait avec notamment Marc Romainville et Catherine Deron. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a quand même vu que 67%, 68, pardon, 7% des évaluations dans l'enseignement supérieur étaient des examens écrits, en fait, avec des QCM ou des questions ouvertes, mais étaient des examens écrits. ChatGPT, quand les étudiants sont dans l'auditoire et qui répondent, n'est pas d'une très grande aide. 36% des évaluations sont des examens oraux. Là aussi, ce n'est pas d'une très grande aide. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait plus que 100%. C'est parce que, évidemment, il y avait des évaluations qui avaient plusieurs modalités d'évaluation. C'est ce qu'on recommande d'ailleurs au niveau du SMART, c'est de multiplier les modalités d'évaluation. Donc ici, les profs, plutôt, l'ont relativement bien fait, puisque quand on cumule le tout, on arrive à 135, 140%. Et puis, effectivement, dans 28% des évaluations, on trouvait des travaux de fin de quadrimestre, y compris des présentations, projets, portfolios, etc. Et là, effectivement, on peut se dire que si c'est un travail, là, ChatGPT commence à avoir un intérêt. Sauf que quand on a été voir sur ces 355 épreuves, sur quoi elles portaient, et on a perdu 10 épreuves au passage, on avait plus que 345, mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont des recherches, d'autres qui sont des synthèses. Alors là, la synthèse, ChatGPT va nous aider. Il y avait des analyses de cas. ChatGPT pourrait, mais c'est quand même pas sa force prioritaire, pour le moment en tout cas. Il y avait des projets techniques, artistiques. Bon, on peut se faire soutenir un peu, mais quand même. Il y avait des portfolios, dossiers d'apprentissage. Alors là, comme il faut porter un jugement personnel sur, bien sûr, on peut se faire un peu aider de l'outil d'intelligence artificielle, mais comme on se faisait aider d'un traitement texte qui corrigeait notre orthographe, parce que notre jugement personnel, il nous appartient bien quand même à nous. Le jugement critique qu'on peut avoir sur notre évolution aussi. Donc voilà, il y avait des rapports de laboratoire ou d'observation. Je ne dis pas que ChatGPT ne peut pas nous aider, mais il ne peut pas en tout cas remplacer ce qu'on faisait. Il y avait des exercices longs qui étaient proposés et finalement, il y avait des sommes, des scores pour je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref. Donc vous voyez qu'on a peut-être un peu dramatisé quand même la situation, en ce sens que dans tous les dispositifs d'évaluation qu'on met en place pour nos étudiants, au pire, il y en a que 28% qui peuvent être impactés par ça. Et dans ces 28%, on peut considérer quand même qu'il y a pas mal de choses qu'on peut encore faire avec l'intelligence artificielle. Donc il y a une forme de dramatisation, mais moi, elle me plaisait plutôt bien parce que ça permettait de remettre un peu le discours sur la difficulté qu'on avait à évaluer, pardon, et donc proposer des dispositifs qui nous permettaient de soutenir de meilleures évaluations. Alors face à ces questions, et notamment face au fait que
il y avait une rupture entre apprentissage et performance. Il y a 3 postures qui ont été relevées. Je vais dire, elles sont arrivées l'une après l'autre, même si elles sont toujours toutes les 3 très présentes au jour d'aujourd'hui dans les institutions. La première a été défensive. Donc la première question qu'on nous a posée, ben, il doit y avoir des logiciels qui détectent l'intelligence artificielle, et donc bah, ça va être ça. Nous, on va utiliser ces logiciels et ça va résoudre le problème. Et donc vous avez vu, bah, là vous en avez quelques-uns qui sont classés en fonction de leurs compétences, etc. Mais vous allez voir aussi, et c'est ce qui est au centre de l'écran, que vous allez du coup avoir des intelligences artificielles qui disent utilisez-nous, nous sommes indétectables par les outils qui détectent l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment dans le garde-chasse et le braconnier qui tournent en rond. Je ne pense pas que ce soit une issue extrêmement pertinente et favorable, mais c'est une issue encore aujourd'hui qui est utilisée dans beaucoup d'institutions, y compris la mienne pour un certain nombre d'enseignants. Le deuxième élément, c'est une charte d'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Pour la petite histoire, on a été au niveau de l'Université de Liège, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je le dis avec vu de l'extérieur, on a été une des premières institutions à faire une charte de ce type-là, et donc on a pu y réfléchir, et cette charte Université de Liège a été reprise par un certain nombre d'institutions, mais la charte, c'est aussi une posture défensive, hein. C'est aussi, vous ne pouvez pas, vous vous engagez à ne pas, ou vous pouvez, mais uniquement dans. Donc, on régule et on essaye de réguler ce dispositif d'intelligence artificielle. C'est la posture défensive. Elle existe. Vous pouvez tout à fait la mettre en œuvre. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Moi, elle me semble un peu limitée. Donc, mais voilà. Il y a une autre posture qui est arrivée assez vite après, qui était une posture semi-défensive, où on s'est dit, bah, l'intelligence artificielle sait faire un certain nombre de choses, mais finalement, on entendait presque le discours, mais si vos dispositifs d'évaluation évaluent des choses que l'intelligence artificielle sait faire, c'est que vos dispositifs d'évaluation n'évaluent pas les compétences utiles à la profession, etc., etc. Ça a bien tenu la route au début, parce que ChatGPT 3 et puis 3.5 avaient un certain nombre de défauts. je, je- on perd quand même en vigueur par rapport à la croyance que cette posture semi-défensive va régler l'ensemble des problèmes. Donc à un moment donné, c'est ce que vous avez ici à gauche, vous connaissez sans doute ce schéma, on nous expliquait que bah, l'intelligence artificielle, il y avait un tas de trucs qu'il ne savait pas faire et que l'humain gardait beaucoup d'avantages par rapport à l'intelligence artificielle. Donc avoir une attention, l'intelligence artificielle ne sait pas le faire, donner du sens à une information, une connaissance, une œuvre littéraire ou artistique, réfléchir, hiérarchiser, avoir une expérience sensible, créer, avoir une approche intuitive, agir dans des situations complexes, évaluer, distinguer le vrai du faux. Bon, ChatGPT 4.0, je dois dire que peut-être qu'il y a des choses qui devraient passer de ce schéma vers la gauche, puisque l'intelligence artificielle peut le faire. Pour la petite histoire, ça devrait nous inquiéter, les personnes qui travaillent dans le domaine de la radiologie pour le moment, hein. Quand vous allez à l'hôpital faire une radio de quelque chose ou prendre un cliché de quoi que ce soit, eh bien ces spécialistes qui ont fait, je ne sais pas, 7 ans d'études et 5 ans de spécialisation peut-être, qu'est-ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui? Ils valident les résultats qui sortent de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle fait le travail d'analyse. Il le fait, pour la petite histoire, plus vite évidemment, mais aussi presque mieux que le médecin. Et le médecin, dont c'est la profession première, va valider le travail de l'intelligence artificielle, en repérant parfois effectivement des artefacts, donc heureusement qu'il est là, mais vous verrez qu'il ne faudra pas très longtemps pour qu'il y ait des intelligences artificielles qui contrôlent les intelligences artificielles qui font ces premières analyses. Donc, cette idée que des compétences très complexes ou très élevées, l'intelligence artificielle n'y arrive pas, oui, c'est peut-être le cas de ChatGPT, mais quand on regarde l'intelligence artificielle non générative, on voit quand même que quand elle est bien entraînée, elle est fameusement concurrente à des performances extrêmement complexes qu'on pensait tout à fait réservées à l'humain.
Alors oui, on a eu pas mal de travaux qui portaient sur cette posture semi-défensive, qui disait pour les sources et citations, l'intelligence artificielle ne fonctionne pas. Puis on a vu des intelligences artificielles plus axées sur la recherche qui finalement arrivaient à sourcer et à citer plutôt bien. Les images, les audios, les vidéos, il n'y a pas de capacité d'interpréter. Allez voir ce que Knowledge fait. Vous tapez une vidéo et il vous sort un contenu de cours, c'est plutôt pas mal. Les textes longs, ils sont un peu mal à l'aise, mais vous voyez maintenant, quand vous avez un compte sur ChatGPT, vous pouvez faire évaluer même des mémoires. Hein. Si vous avez une grille d'évaluation et que vous l'avez un peu entraîné, vous êtes capable de le faire. Hélène Soyer, qui travaille à l'Université de Liège ici, ses rapports de stage ou oui, de stage, elle ne les corrige plus elle-même. Elle a entraîné l'intelligence artificielle pour les faire. Ça pose plein de problématiques, hein, on est d'accord. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais elle le fait et elle dit l'intelligence artificielle, elle le fait aussi bien que moi. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut aller vers là, ou que c'est pertinent, ou que c'est bien, ou que c'est souhaitable. Simplement, voilà, ces critiques qu'on avait par rapport à l'intelligence artificielle, elles sont quand même en train de s'estomper peu à peu. Alors évidemment, les événements et ressources récentes, oui, sauf que maintenant, il y a des intelligences artificielles qui sont quand même connectées à l'Internet, donc qui vont aller chercher des informations tout à fait récentes. Les perspectives locales, ok, mais pour la petite histoire, et vous le verrez, parce que ça fait partie du contenu de l'information, quand on demande à ChatGPT, par exemple, de sortir une table de spécification. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est en fonction des théories de Benjamin Bloom. Mais il nous fait plutôt pas mal. Donc, mais même des éléments enfin, d'appliquer des choses dans un contexte qui nous est propre, là-dessus, l'intelligence artificielle n'est pas aussi mauvaise que ce que l'on pouvait le faire ou le croire au début. Et puis, il y a une posture plus offensive que moi j'aime encore bien, mais qui pose aussi évidemment un certain nombre de questions. C'est une réflexion, ok, l'intelligence artificielle est là, qu'on le veuille ou non. Alors on peut militer pour qu'elle ne soit plus là. Personnellement, je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit ce qui soit le mieux qui soit arrivé à l'humanité, mais bref, en attendant, elle est quand même là. Et donc, peut-être que ça vaut la peine de réfléchir un peu. Peut-être qu'on est arrivé à une ère de post-plagiat où finalement, l'écriture, elle va se faire de manière hybride entre l'homme et l'intelligence artificielle. C'est pas du tout impossible. Et si vous avez suivi un peu l'activité récente, on a vu un certain nombre de postes. Alors, je n'ai plus les outils en tête, mais sans doute que vous les avez, et puis peut-être que quelqu'un peut les mettre dans les chats, mais où la version 4.0 de ChatGPT permet de se connecter directement avec un rédacteur de texte et permet de corriger ou de faire des propositions d'amélioration, phrase par phrase, dans un texte continu. Donc c'est plus simplement améliore mon texte en le rendant plus joli, mais phrase par phrase, quand on clique sur chacune des phrases, il y a une reformulation qui est proposée, qu'on peut prendre ou pas. Donc peut-être que voilà, on arrive peu à peu à une ère post-plagiat où l'intelligence artificielle, en fait, est un outil qui va être utilisé et que ça vaut peut-être la peine de réfléchir de manière trop binaire, c'est du plagiat ou ça n'en est pas. Et pour ça, il faut peut-être rompre un peu avec un certain nombre de présupposés. Hein. On imagine que l'écrivain, les gars qui écrivent des livres, c'est des génies solitaires dans leur grenier, qui travaillent la nuit. Alors c'est vrai pour certains d'entre eux, mais pour d'autres, ils sont complètement connectés. Ils ont des recherches de bibliographie, pas de bibliographie, mais des recherches d'informations qui passent évidemment par Internet et ils construisent leur roman avec plus de sueur que de génie et en utilisant des outils qui sont tout à fait performants. Donc il faut peut-être qu'on redimensionne un peu ce qu'on vise à travers les apprentissages de nos étudiants réellement. Euh, et donc, finalement, de conceptualiser la notion d'originalité de manière un peu plus nuancée dans les politiques et les pratiques de l'enseignement supérieur, avec, vous savez, c'est aussi une grande tendance en éducation, en développant quelque chose de situé, c'est-à-dire de très contextuel. Moi, j'ai pas de problème si à un moment donné, je demande à mes étudiants je sais pas moi, d'avoir un avis personnel sur le concept de validité. J'ai aucun problème à ce que mes étudiants utilisent l'intelligence artificielle pour aller chercher de l'information sur ce concept de validité. Par contre, j'attendrai peut-être qu'après, ils puissent me donner un jugement personnel sur ce qu'ils pensent de cette littérature issue de ChatGPT. Donc, ça veut dire que une piste consisterait à développer réellement les dimensions qui permettrait de nous dire, ça c'est autorisé, voire même souhaité avec l'intelligence artificielle, mais là il y a une ligne rouge et si l'étudiant la dépasse, alors il n'est plus dans le cadre qu'on a pu fixer ensemble par rapport à ces apprentissages. Donc la définition de l'originalité dépendra finalement de ce qui est déchargé
par qui et à quelle fin dans le processus d'apprentissage. Et qui est déchargé, c'est notamment vers des outils d'intelligence artificielle. Donc finalement, dans les cours qu'on donne, dans les travaux qu'on demande, dans ce qu'on propose de faire avec nos étudiants, qu'est-ce qu'il est légitime ou non de permettre en termes d'usage? Mais c'est du cas par cas, c'est vraiment situé au niveau de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est vraiment une question qui nous taraude. Une autre posture qui est plus offensive, je n'ai pas de slide pour ça, je ne pensais d'ailleurs pas vous en parler, mais en même temps, c'est quelque chose que je trouve fondamentalement intéressant. Quand vous voyez l'exemple que je vous ai donné par rapport au radiologue, ça fait quand même un tout petit peu flipper, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien se poser la question, mais finalement, euh, quand cet outil sera tout à fait mature, ce qu'il n'est pas encore, c'est quoi les compétences qu'on devra donner à nos étudiants? Je veux dire, est-ce que ça vaut la peine? Ma fille a fait la pharmacie et elle a dû dessiner des tas de molécules. Et probablement qu'il y avait quelque chose de sous-jacent là derrière, mais ma fille n'a toujours pas bien compris quoi, et moi qui vous jetez un œil, moi non plus. Alors peut-être que c'était très pertinent, mais ça servait à quoi de dessiner de mémoire des molécules alors qu'on a des outils qui très facilement vont pouvoir nous produire des images de cette molécule. C'était déjà le cas avec Google, mais il fallait chercher un peu. Ici, si on demande ça à un logiciel d'intelligence artificielle, il pourra nous sortir sans erreur, hein, c'est de la connaissance pure, cette molécule. OK. Mais du coup, est-ce que ça sert encore à quelque chose de les apprendre aux étudiants? Et donc, ça pose la question fondamentale de qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos étudiants dans une ère où l'intelligence artificielle va gagner en puissance? Est-ce que les métiers auxquels on forme nos étudiants existeront toujours? Alors, si on met ça avec toutes les crises que nos gamins, les gamins qu'on est en train de former vont traverser, on le voit bien avec les guerres qui se rapprochent quand même pas mal, on le voit bien avec le Covid et les pandémies, on le voit bien avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé mentale de nos jeunes, on le voit bien avec l'écologie, etc., etc. C'est finalement, je crois qu'il est temps, et je crois même que c'est une question de survie pour nos institutions d'enseignement supérieur, de se poser la question vraiment fondamentale: quelle devrait être notre spécificité dans une logique de formation? Alors jusqu'il y a peu, c'était très simple, c'était nourrir, qu'on l'aime ou pas, c'était clairement ça, c'était nourrir le monde professionnel d'étudiants compétents qui étaient capables de participer ou de développer des outils en lien avec un monde professionnel qui s'ouvrait à eux, de manière schématique. Mais si ce monde professionnel perd en puissance, si le lendemain risque de déchanter pour nos étudiants, c'est quoi les compétences de base dont ils vont avoir besoin pour vivre, s'agiter, être utile, développer une forme d'agentivité dans un monde fluctuant, incertain, qui les attend. Et là, je pense qu'il y a vraiment des enjeux à réfléchir à ça. Et ça, c'est aussi une posture offensive, pardon, en lien avec l'intelligence artificielle. C'est pas utiliser l'intelligence artificielle mais c'est concevoir l'intelligence artificielle, lui permettre de s'accommoder aux sciences piagétiennes, à notre système de pensée pour se dire, OK, comment est-ce qu'on va construire un monde post-intelligence artificielle, mais qui sera aussi un monde pardon, qui se verra le jour dans un certain nombre de crises. Pour la petite histoire, on travaille avec ça, avec certains collègues, dont certains sont en ligne. On a déposé un projet, on développe un projet sur ce qu'on va appeler la pédagogie de la robustesse, dans le cadre des travaux que vous connaissez certainement, hein, de Alain. Et donc, on est en pleine réflexion par rapport à ça, mais je crois que c'est aussi une posture offensive par rapport à l'intelligence artificielle. Bien, on revient un tout petit peu à nos moutons, on va parler un peu plus d'intelligence artificielle maintenant, et on va voir si l'intelligence artificielle peut être aussi une solution au problème. Donc, je vous avais vu que mon point de vue était que nous étions dans l'enseignement supérieur face aux évaluations dans un système en tension, que l'IA a généré encore plus de doutes et donc a ouvert des brèches qui jusqu'à présent étaient soigneusement fermées parce qu'on n'osait pas trop y penser. Une fois que ces brèches sont ouvertes, est-ce que du coup, on peut nous aussi utiliser l'IA pour remédier aux problèmes? Alors, ceci est un cycle qualité que certains d'entre vous connaissent probablement, qui a été fait ici au niveau de l'Université de Liège par le SMART et qui comprend 9 étapes. Je vais les passer hyper rapidement en revue, puis on va zoomer sur chacune des étapes et je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle peut être utile dans ce contexte-là. La première étape, c'est l'analyse du référentiel. Vous avez bien compris que si on n'a pas
un référentiel d'évaluation costaud, si possible qui dépend d'un référentiel de formation, lui-même d'un référentiel métier, on n'y arrivera pas. Donc il faut qu'on réfléchisse à un moment donné à ce référentiel d'évaluation. Qu'est-ce qu'on doit mesurer, qu'est-ce qu'on veut mesurer chez nos étudiants? Une fois qu'on a fait ça, c'est se poser les questions, mais finalement, mon évaluation, c'est quoi ses valeurs et ses finalités? Sans doute que quand vous donnez cours en premier bachelier, vous avez un rôle de certification, de tri, de choisir les étudiants qui peuvent continuer leur parcours, un peu plus important quand vous êtes en dernière année. Où vous allez plutôt avoir une évaluation qui sera un peu plus formative parce que ils ont fait leurs preuves, ils sont sélectionnés, ils ont passé 2, 3, si vous êtes à l'UNIF, 4, 5 années d'études, donc ils sont prêts, mais on va essayer donc du coup que l'évaluation puisse leur donner des éléments un peu plus forts. Donc les valeurs et les finalités de l'évaluation. Ensuite, vous allez construire votre dispositif d'évaluation. Vous allez choisir les modalités de questionnement, vous allez choisir la temporalité. Est-ce que je vais faire uniquement une évaluation en fin d'année? Est-ce que ce sera une évaluation continue? Est-ce que ce sera une évaluation à travers un certain nombre de travaux? Donc tout ça, c'est cette architecture-là que vous allez mettre en place. Puis vous allez concevoir votre dispositif d'évaluation et le paramétrer. Vous allez communiquer l'information essentielle aux étudiants, voire leur permettre de s'entraîner par rapport au dispositif et à la matière que vous leur avez enseignée. Vous allez ensuite prendre les données sur ce que vous avez pu observer. Donc, quand je vous dis que l'évaluation, c'est une prise de données sur laquelle vous avez à apporter un jugement et prendre une décision, on y arrive. Donc, la prise de données, c'est l'artefact, hein, c'est l'analyse de l'artefact qui vous a été donné, que ce soit un rapport, un mémoire, un rapport de TP, ou un examen ouvert, ou un examen oral, ou un examen écrit, ou un QCL. Là-dessus, vous allez porter un jugement et une décision, vous allez corriger tout ça, et puis vous allez porter des jugements et des décisions, puis vous allez rendre un feedback aux étudiants, puis vous allez avoir une analyse a posteriori, c'est-à-dire vous êtes en vacances et vous buvez votre mojito autour de la plage, puisque l'examen a eu lieu, votre année est finie, ben vous allez profiter de ce mojito, comme ça vous serez un peu joyeux, et vous allez réfléchir finalement, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans mon dispositif d'évaluation pour l'améliorer la fois prochaine, et monter dans une forme de spirale qualité, et non pas sur un cycle qui tourne en rond sur lui-même. Bref, on va aborder chacune des étapes un peu rapidement. L'étape A, donc c'est là qu'on travaille la référentialisation de l'évaluation, hein, c'est le référentiel d'évaluation. Moi, ce que j'aime bien qu'on utilise, c'est une table de spécification. Vous en avez une sous les yeux pour le moment. Donc, vous allez voir que là, sur la première colonne, il y a un certain nombre de concepts, le noyau, le cytoplasme, la cellule membranaire, qui sont classés en chapitres, voire en sous-chapitres et puis en chapitres. Et puis, vous allez avoir sur les autres colonnes des éléments qui sont des processus mentaux que vous voulez travailler chez vos étudiants. Et ici, le prof de bio, il s'est dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me rappeler des informations qui ont été vues ou lues au cours, autrement dit de la connaissance. Puis, ce qui m'intéresse après, c'est appliquer le concept dans des situations très proches de celles dans lesquelles j'ai vu le cours. Donc, il y a un peu d'afférence, un peu de transfert, mais dans un contexte très similaire. Ou bien, c'est appliquer des connaissances qui ont été vues au cours, mais dans un nouveau contexte. Et là, on est sur un transfert qui est un peu plus large. Donc, première étape, on dresse la liste de tous les concepts qui ont été vus au cours, en espérant qu'ils soient bien en lien avec le référentiel de cours et qu'ils soient bien en lien avec le référentiel métier ou disciplinaire. Deuxième étape, on réfléchit aux modalités, aux compétences qu'on veut viser, au niveau de performance qu'on veut atteindre chez nos étudiants. Et la troisième étape, c'est de mettre des priorités à travers tout ça. Et donc ici, vous avez un enseignant qui a mis des priorités uniquement sur les chapitres, mais il aurait pu le faire sur chacun des concepts, et des priorités qui vont donc de 0 à 4. C'est intéressant parce que sur le premier coup d'œil, quelqu'un qui ne connaît pas l'enseignant, il sait que l'élément le plus important pour lui, c'est se rappeler des choses qui ont été vues au cours, qui sont en lien avec la division cellulaire, puisqu'il y a une priorité 4. Et on sait qu'appliquer des choses dans un contexte nouveau, en lien avec le chapitre 2, 3 et 4, c'est des choses qui ne sont pas importantes pour lui parce qu'il y a une priorité de 0. Donc, vous voyez, ça sert de tableau de bord qui va accompagner l'ensemble du processus d'évaluation, que ce soit les modalités de questionnement, parce que plus on est sur la connaissance, plus on va pouvoir utiliser des QCM ou des méthodes plus ou moins standardisées, plus on est sur de la synthèse, de la compréhension fine, etc., plus on devra recourir à des questions ouvertes ou à des modalités qui permettent d'aller chercher ces niveaux de performance. Ça va nous aider à choisir les modalités d'évaluation dans l'étape d'architecture, mais ça va aussi nous permettre d'aller choisir des questions en lien avec ce dispositif qu'on a mis en place, d'évaluation qu'on a mis en place. Par exemple, on comprendrait bien mal que si le prof, à un moment donné, met en place un QCM par rapport à cette matière de bio, il n'y ait pas de questions qui portent sur la division cellulaire, puisque c'est l'élément le plus important pour lui. Vous voyez, c'est une forme de tableau de bord
qui va guider l'ensemble de notre processus d'évaluation. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous? Pour la petite histoire, quand je demande à des profs ici à l'université de faire une table de spécification, c'est la croix et la bannière. Tout est important. Si je vois des choses, c'est évidemment que c'est super important. Et donc, il faut déjà qu'on rentre un peu dans un niveau de dialogue avec eux important pour qu'ils puissent à un moment donné accepter même l'idée de faire une table de spécification qui, par ailleurs, peut leur prendre pas mal de temps et ils n'en voient pas toujours l'avantage ou les inconvénients. Alors ici, moi, ce que j'ai demandé simplement, donc vous avez à chaque fois le prompt et puis vous aurez le PowerPoint. De toute façon, je pense que c'est enregistré qui est sur la gauche et le résultat sur la droite. J'ai demandé à ChatGPT 3.0, donc pas la meilleure version, peux-tu me créer une table de spécification pour un cours universitaire d'introduction à la psychométrie? C'est mon domaine. J'aimerais que la table inclue les grands chapitres, il y a de petites fautes, mais c'est pas grave, les grands chapitres du cours, les objectifs d'apprentissage pour chaque chapitre, le niveau d'apprentissage selon la taxonomie de Bloom et les priorités associées à chaque chapitre de A à 5. Taxonomie de Bloom, c'est une taxonomie, vous le savez certainement, je passe vite dessus, mais qui permet justement ces catégories de performance de les structurer: connaissance, compréhension, application, synthèse, analyse, évaluation. Eh bien, ce petit coquet de ChatGPT, il connaît assez bien Bloom, puisque il m'a sorti cette table de spécification dans lesquelles j'ai des chapitres, dans lesquels j'ai des objectifs d'apprentissage, qui sont reliés à des niveaux d'apprentissage selon Bloom et avec des priorités. C'est pas la panacée universelle, c'est-à-dire qu'il y a l'un ou l'autre élément sur une table un peu plus longue que celle que vous avez sur les yeux, pour lesquels j'étais pas d'accord. Mais quand même, en tant que spécialiste de la matière, je me dis, aucun de mes étudiants n'aurait pu faire ça c'est clair. Et même des gens qui tournent un peu autour de l'évaluation, mais qui n'ont pas une approche psychométrique, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu le faire non plus. Donc, je veux dire, il y a quand même un niveau d'expertise dans ChatGPT qui n'est pas faible par rapport à ce travail. Il y avait une ou deux incohérences, heureusement que j'étais là, moi spécialiste, pour pouvoir les relever et les corriger, mais ça m'a quand même fait gagner, j'allais être un peu vulgaire, mais beaucoup de temps. Et donc ça, c'est quand même vachement utile pour nous, et c'est vachement utile pour les profs d'avoir un regard non pas réflexifs par rapport à un truc qu'ils ont fait, qui leur a pris un temps fou et pour lesquels ils sont déjà un peu au bout de leur vie parce qu'ils l'ont fait, mais de partir sur un regard réflexif de quelque chose qu'on leur donne en disant, bah voilà, moi je me suis amusé, voilà, est-ce que ça te parle? Ah bah non, ça je ne vois pas. Ah oui, mais ça je vois, et je le vois comme ça c'est amusant. Tiens. Et donc ça leur permet d'avoir une espèce de réflexion instrumentée sur le table de spécification, ce qui est d'une aide assez importante pour nous, et franchement, les profs qui font ça grandissent un peu dans leur perspective de faire une évaluation de qualité. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais bon, ça ne source pas ses sources, etc. Donc là, on revient, mais elle est déjà un peu dépassée. Mais à l'époque, il y a quelques mois, quelques années, il y avait Perplexity.ai qui permettait de sourcer. Et donc, quand on entrait le même prompt, un prompt assez similaire en tout cas, dans Perplexity.ai, non seulement il me donnait une table de spécification et vous voyez qu'elle est encore présente, c'est intéressant, c'est pas tout à fait la même, on pourrait la comparer, on pourrait en tirer la quintessence pour faire notre propre table de spécification. Et là, il source, donc il dit où il a été les trouver, et on voit notamment qu'il a été les trouver dans un cours de lycée Louvain, par exemple. Donc c'est quand même pas inintéressant. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais nous, on n'a pas besoin de ça, moi j'ai mon matériel de cours, pourquoi est-ce que je devrais m'embêter à aller chercher, enfin demander à ChatGPT, j'ai une vision assez claire. Eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand je mets quelque chose dans knowledge.io, là, il va proposer du contenu qui est un contenu qui m'est propre. Par exemple, je lui ai mis une vidéo, donc c'était une vidéo genre en évaluation, c'est une partie de cours qui dure 1 heure et demie dans mon cours de questions d'évaluation. J'ai vu qu'il y avait d'anciens étudiants, que je salue d'ailleurs, qui suivent ici la conférence. Eh bien, je lui ai mis une vidéo. Alors, cette vidéo, il n'y avait pas de prompteur, hein. Je l'ai pris face à ma machine et j'ai parlé comme je vous parle maintenant. Donc, un peu rapidement, parfois en bafouillant, etc., etc. La première chose que Knowledge AI a fait, c'est il m'a transcrit mon texte et cette transcription était assez fidèle à ce que j'ai dit. Donc, déjà, là-dessus, il m'a quand même un peu bluffé. Puis, sur base d'1 heure de vidéo, il m'a été me chercher tout un tas d'éléments clés, de concepts que j'avais vus pendant mon cours. Donc, quand on parlait que la table de spécification partait des concepts, bah là, les concepts, il me les a donnés. Il m'a fait une série de flashcards. Vous savez, les étudiants aiment bien ça. Biais de performance, but de performance, pardon, c'est quoi? On retourne la carte, puis il y a une définition des buts de performance et l'étudiant peut étudier. Donc, ça me l'a fait de manière automatique. Voilà, j'ai retourné la carte, donc il explique ce que c'est. Il m'a fait des vrais faux.
sur 1 heure de conférence, il en avait quand même enfin de cours, pardon, il en avait quand même une quinzaine. Il m'a fait des QCM, même chose, il y en avait une quinzaine. Il m'a fait des textes à trous. Il a fait des flashcards aussi, mais sur des questions. Donc l'étudiant, on lui pose une question, il essaye de répondre, puis il regarde la réponse qui est donnée. Et il m'a fait un résumé tout à fait correct avec les points clés qui ont été abordés pendant le cours. Donc, d'abord, ça me permet de vous montrer l'outil qui est payant, donc je ne vais pas non plus vous le recommander, etc. Mais l'intelligence artificielle peut quand même être une fameuse aide à y voir un peu plus clair sur les éléments saillants d'un cours pour construire une table de spécification. Et puis évidemment, après, bah, je vous ai dit, il y a des QCM, etc. Donc vous devrez entraîner vos étudiants ou même les évaluer. Ça vous permettra sans doute d'avoir des éléments pertinents. Mais je vais y revenir tout de suite après. Architecture de l'évaluation, j'y arrive. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me planifier des séances de cours en lien avec la table de spécification qu'il avait créée. Donc, je lui ai dit qu'il y avait des séances de cours de 2 heures respectant les objectifs qu'il venait de me donner. Et en insérant le testing formatif. Et donc, il m'a inséré du testing formatif, voire du testing certificatif dans ma séance. Là encore, ce n'est pas tout à fait génial. Il y a des choses à dire. Mais enfin, c'est quand même une aide quand on essaye de structurer un peu son approche pédagogique, d'avoir tout d'un coup un outil sur lequel on peut rebondir pour améliorer les choses. Alors, à cette étape-là d'architecture, ce qui est intéressant, c'est de savoir les avantages et les inconvénients des différentes modalités d'évaluation. Donc, je lui ai demandé, pouvez-vous me donner des exemples de modalités de questionnement adaptées aux examens de certification universitaire avec des explications sur leurs avantages et leurs inconvénients? Et ça, c'était quasi parfait. Donc, il m'a permis de me lister tout ça. Et donc, vous, ou les gens que vous accompagnez, si à un moment donné, ils ne savent pas trop s'ils doivent faire un vrai faux, un QCM, etc., bah, ChatGPT peut avoir des réponses qui ne sont pas inintéressantes par rapport à ça. On en arrive à la conception et au paramétrage, c'est là qu'on fait l'évaluation. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire 10 questions à choix multiples dans le domaine de la psychométrie, de la plus simple au plus complexe. Et il m'a sorti une liste. Alors, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment il avait classé ces questions du plus simple au plus complexe. Donc, je lui ai demandé quel algorithme est-ce que tu as utilisé pour choisir la difficulté des questions. Il m'a donné une réponse moyennement satisfaisante. Bon, pas non plus complètement débile. Il m'a dit qu'il y avait un niveau de base de connaissance, une profondeur de réflexion, des niveaux de spécificité des concepts, des niveaux de familiarité avec les concepts. Mais pas très convaincant sur ce qu'il a dit. Alors, je me suis dit, bon, est-ce qu'il est meilleur pour les questions ouvertes? Donc, je lui ai proposé de me demander de me faire une étude de cas en lien avec la psychométrie. Une étude de cas, quand je propose ça à mes étudiants, c'est quand même assez costaud à construire, hein. Il faut qu'il y ait un cas qui ait du sens. Franchement, ChatGPT m'en a sorti une. Encore une fois, peut-être à améliorer, peut-être peut-on exercer un œil critique là-dessus. C'est comme le médecin qui regarde le jugement sur la radio. Il peut y avoir des artefacts, il peut y avoir des problèmes. Mais quand même, quelle aide utile est-ce que ça nous offre quand même, surtout sur des tâches pour lesquelles on n'a pas trop le temps et qui restent parfois un peu dans l'ombre, comme construire un dispositif d'évaluation. Et bien là, ChatGPT a été tout à fait clair et pertinent par rapport à des études de cas. En tout cas, c'était un bon matériau de base pour pouvoir peaufiner ce cas. Et, cerise sur la gâteau, il m'a donné des critères d'évaluation. Alors j'étais quand même un peu resté frustré avec sa question enfin sa réponse par rapport aux algorithmes. Donc j'ai dit, tu as créé 10 questions de type QCM et une analyse de cas pour un examen en psychométrie. Peux-tu classer l'ensemble selon la taxonomie de Bloom? Et il me l'a fait. C'est-à-dire que il a été capable, mais je ne sais pas pourquoi, je ne le vois pas sous les yeux, mais il a été capable de me faire, sans doute qu'il manque une image, mais il a été capable de me classer ces questions à travers la taxonomie de Bloom. Il y avait une erreur où je n'étais pas d'accord avec lui, mais pour le reste, ça me semblait assez bien fait. Et donc, vous voyez, il y a des éléments à aller chercher si on veut améliorer notre dispositif d'évaluation sans y consacrer une thèse de doctorat. Et là, je pense qu'il y a des choses quand même à aller chercher. Je passe un peu vite sur les aspects communication, mais l'étudiant aussi peut, à un moment donné, demander à ChatGPT de lui fournir des questions et des réponses et des explications. Donc, ça peut être un outil robuste aussi pour l'étudiant s'il veut se confronter un peu à la matière. Et il pourrait même le faire, mais là, il faut qu'il ait la version payante 4.0, sur base des notes qu'il a pu prendre au cours. Il rentre ses notes dans l'outil, il dit pose-moi quelques questions QCM sur base de ces notes, et l'outil va le faire. Donc, ça permet aussi, en termes de compréhension, on est dans l'étape de communication, de bien comprendre le dispositif d'évaluation. Ça peut apporter quelque chose à l'étudiant.
Au niveau de la prise de données, ben, il faut sans doute s'interroger un peu maintenant sur, mais ça fait un peu redondance avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, est-ce que l'intelligence peut être conseillée, interdite, et à quel moment du processus d'écriture, par exemple, ça peut être ici. Donc ici, je ne vous présente pas, si vous êtes technopédagogue, vous l'avez sûrement vu passer un certain nombre de fois, hein, c'est un diagramme que Roy a fait, qui a été repris ensuite par Meyers dans une conférence qui s'appelait c'était pour l'ADME et qui s'appelait Quand les colonnes du temple tremblent, évaluation et intelligence artificielle, quand les colonnes du temple tremblent, si ma mémoire est bonne. Donc Meyers a revu et a un peu complété cet élément-là, mais il voit comment un certain nombre d'outils peuvent aider et enrichir le processus d'écriture de l'étudiant, mais à un moment donné, il y a des choses que l'étudiant doit faire, et notamment travailler sur sa version finale, sur une version révisée, etc., etc. Donc ça vaut la peine de penser ces outils, et vous avez tout un tas d'outils qui sont là-bas, mais ça, vous connaissez certainement. Je vous passe ce slide. C'est un outil qu'on a développé en interne qui permet de donner du feedback aux étudiants et dans lequel on essaye de mettre une logique d'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'être capable, sur base de la manière dont l'étudiant va utiliser l'outil, de repérer des étudiants qui sont en cours de décrochage. Euh, mais je n'ai pas le temps d'appliquer ça ou de vous expliquer ça. S'il y a des questions, je pourrais vous en parler un peu plus. Alors, sur le jugement et la décision, et je vais terminer calmement avec ça, eh bien, même chose, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir une grille pour évaluer l'orthographe et la grammaire d'une rédaction en français en fournissant des critères détaillés avec des sous-critères distincts et en précisant les niveaux d'erreur attendus pour chaque critère afin de correspondre à un niveau d'étudiant débutant à l'université. Et il m'a produit cette grille-là. Alors, ce qui était amusant à ce moment-là, c'est que vous savez que dans le cadre de la RFIE, à la réforme initiale des enseignants, il y a un test de français que les étudiants doivent faire. Et s'ils le réussissent, ils sont dispensés de ça que CTS, de cours de français la première année, si ma mémoire est bonne. Et donc, je suis le docimologue, donc le psychométricien qui organise ce test avec la RES, évidemment des spécialistes du français, ce que je ne suis pas. Et quand on était en train de réfléchir à notre grille d'évaluation, eh bien, je leur ai montré cette grille. Alors, on n'a pas évidemment pris en l'état, voire même, on ne l'a pas pris du tout, hein, pour vous dire la vérité, mais quand même, ils étaient assez bluffés par le niveau d'expertise et ça les a aidés en fait à repérer qu'il y avait un ou deux éléments dans la grille qu'ils avaient déjà préalablement conçue qui étaient sincèrement améliorables. Et donc, vous voyez, on en est là, quoi. ChatGPT, encore une fois, c'est pas la dernière version, encore une fois, c'était la version gratuite, peut quand même nous aider à un moment donné à faire des choses qui sont quand même pas si faciles que ça à faire quand on doit réfléchir à nos évaluations. Alors, encore une fois, pas du tout pour remplacer l'humain évaluateur, pas du tout pour faire le travail à votre place, mais pour être un ami réflexif qui va soit vous permettre d'améliorer, parce que vous pouvez aussi rentrer une grille d'évaluation ou lui demander de la corriger, de l'améliorer, donc un ami critique, alors ami avec tous évidemment les guillemets, hein, c'est peut-être même un ennemi critique si on veut prendre un peu de largeur par rapport à l'intelligence artificielle, mais quand même avoir allez, un regard critique par rapport à un travail que vous avez fait ou vous proposez un travail en liminaire sur lequel vous pouvez mettre en place votre sens critique et votre sens de réflexivité par rapport à un premier matériau fourni par l'intelligence artificielle, il y a là sans doute quelque chose qui vous permettra de mieux travailler vos dispositifs d'évaluation ou de permettre aux gens de vous accompagner de mieux travailler leurs dispositifs d'évaluation, et ce, afin de l'améliorer. Et puis, je vous disais, là, je termine vraiment par ça, Hélène Sawyer, à un moment donné, pour des TP en lien, c'est à Jambon, en lien avec l'agronomie, eh bien, elle maîtrise suffisamment, mais en même temps, elle donne des cours d'algorithme aussi, donc elle maîtrise assez bien tout ce qui est algorithmique, mais au jour d'aujourd'hui, les étudiants reçoivent des points qui ne sont plus relus par elle, qui viennent directement de l'intelligence artificielle. Et s'ils ne sont pas d'accord avec leur point, alors ils peuvent aller la trouver et elle corrige les éléments par rapport à ça. Mais alors, je ne dis pas encore une fois qu'il faut y aller, qu'il faut le faire, mais enfin, quand on sait à quel point il est difficile de rendre un feedback pertinent, cohérent à un groupe d'étudiants individuels, de le rendre des étudiants individuels quand ils sont dans un grand groupe, peut-être qu'à un moment donné, c'est quand même des pistes qu'on peut se sentir, enfin, qui peuvent s'ouvrir et qui méritent peut-être d'être explorées. Je termine juste avec un truc pour vous montrer, mais ça c'est plus pour le fun. Comme cette conférence a été donnée au Liban, je vais vous montrer juste mon premier slide de cette conférence au Liban.
Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, probablement pas en fait, puisque je pense que mon son ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave, en fait, c'est moi qui parle arabe et qui donne cette conférence en arabe. Et en fait, Sandrine qui était là peut en témoigner, puisque j'ai proposé à l'université de Mons, où elle était là, de cette conférence, il y avait des personnes qui parlaient arabe, et ils me disent, ton arabe est tout à fait, enfin, l'arabe qui est utilisé par l'intelligence artificielle est tout à fait bon, il est un peu académique, mais il est tout à fait bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je vous remets l'élément, regardez bien, mes lèvres parlent arabe, en fait. Donc, il y a une intelligence artificielle enfin, évidemment, sur le son, c'est difficile, mais c'est pas moi qui parle français. Sur mes lèvres, il y a une intelligence artificielle qui transforme mon phrasé pour qu'il soit dit en forme arabe, en arabe. Et pour faire ça, ça a été très simple. J'ai pris une vidéo de moi qui parlait français et j'ai demandé à une intelligence artificielle qui s'appelle Agen de transformer ça enfin, en morceaux de conférence en arabe. Et Agen, qui est assez cher, qui coûte cher à la minute, mais me l'a fait et c'est assez bluffant. Et quand je l'ai montré à ma famille, mon papa, par exemple, m'a dit, mais tu parles arabe, c'est curieux, puisque la tonalité de la voix était vraiment la mienne aussi. Et pour la petite histoire, ma collègue un peu naïve libanaise m'a dit, quoi, ça fait des années qu'on travaille ensemble et tu nous as pas dit que tu parlais arabe. Évidemment, je ne parle pas un mot d'arabe et tout ça est lié à l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai fini ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je me réjouis d'entendre nos collègues et puis de laisser peut-être un moment après pour du débat et des questions. Super, en tout cas, un tout grand merci pour ce super éclairage et toutes les pistes proposées. C'était vraiment super. Voilà, en tout cas, pour moi, ça éveille pas mal de questions, pas mal de réflexions. Et voilà, on ne manquera pas de revenir vers vous de toute façon à cette fin de webinaire, même peut-être plus tard si ça nous laisse le temps à la réflexion, encore un peu plus le temps de digérer toutes ces informations. Donc, encore une fois, vraiment un grand merci. C'était super. Donc du coup, pour continuer ce petit, webinaire, je propose donc à Laurence Leclerc de prendre la parole, qui va nous dire du coup un petit mot sur l'intégration de l'IA au niveau du règlement des études et de son application dans les différents départements, d'où ils en sont dans l'utilisation de l'IA et de son accompagnement au niveau de la Haute École Libre Mozane, qui sera donc suivi par Frédéric Sony qui prendra donc le relais pour évoquer la création d'un QCM avec ChatGPT et l'intégration ici dans Moodle. Donc voilà, j'espère du coup que Laurence a pu régler son problème de micro. Bah, je pense, dis-moi. Ah, mais c'est super, on t'entend. Et donc Parfait. voilà. Donc du coup, normalement, tu as Parfait. l'occasion de pouvoir partager ton écran directement. Voilà. Voilà, je te laisse la main, Laurence. Merci à toi. Merci aussi. Attends, je vais faire un petit truc. Et non, j'y étais. Voilà, voilà. Et donc, moi, je suis une personne relais pour Elmo dans le projet Comet. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis là, comme l'a dit Lionel, pour présenter notre position institutionnelle. Et donc, voilà, pour donner un petit peu de contexte à ce que je vais dire, en fait, à Elmo, nous avons un bureau du numérique qui est un organe de conseil. Et donc, cet organe veille au développement du numérique à Elmo. Et dans ce lieu, ce sont des avis, des recommandations, des stratégies qui sont discutées, puis proposées alors ensuite au collège de direction. Concernant l'IA, c'est le bureau du numérique qui a construit cette fameuse position institutionnelle par rapport à l'IA. Le collège l'a validé et l'a communiqué au sein de l'institution. Et ça, c'est vraiment tout frais. Donc, les différentes personnes, hein, donc notamment les enseignants, l'ont reçu dans leur boîte mail il y a quelques jours. Donc, voilà. Alors, pour mener à bien sa réflexion, le bureau du numérique s'est basé, entre autres, sur le cadre européen, mais aussi les recommandations de la ministre Glatini et sur évidemment de nombreuses lectures, que ce soit de l'UQAM, Compilatio, Agoria et du Lab, etc., etc., etc. Donc voilà, ils ne sont pas partis de rien. Bon, maintenant, la position institutionnelle a été donc diffusée, mais elle sera revue annuellement, et notamment pour suivre l'évolution de ce cadre européen et également s'inspirer des résultats de la recherche AIDE
suspense, hein, parce que ça, c'est plutôt Frédéric qui vous en touchera un petit mot tout à l'heure. Mais donc, c'est un projet de recherche qui est mené chez nous par des collègues. Alors, que dit cette position, cette note? Donc, au niveau des recommandations du bureau de numérique, il recommande donc un usage transparent, réfléchi, critique, conscient, responsable des applications d'IA par les étudiants et les membres du personnel de Elmo. Alors, donc voilà, sur base de ça, qu'est-ce qu'on met là derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme conseil? C'est d'utiliser l'IA comme un outil auxiliaire, comme un stagiaire, hein, comme on entend souvent, avec ses atouts, hein, que ce soit l'adaptabilité, le traitement rapide des données, le raisonnement logique, etc., mais aussi ses limites. Donc tous les biais, le manque de fiabilité, la dépendance aux outils, etc. Alors, il conseille aussi de respecter le principe de transparence dans tous les cas d'utilisation d'applications d'IA. C'est-à-dire que on demande donc de ne jamais présenter des productions d'une IA comme étant personnelles. Et donc, voilà, ici, on propose aux personnes qui utilisent l'application d'IA d'utiliser, donc d'apposer un logo qui ont été donc inventé, créé donc par Martin Peters du Québec. Et donc voilà, si on a eu recours à l'intelligence artificielle, eh bien voilà, on impose le logo généré par l'intelligence artificielle, donc celui du milieu, ou bien aidé par l'intelligence artificielle, ou bien le premier qui dit non, moi je n'ai pas eu recours à l'intelligence artificielle. Alors, un troisième conseil, c'est d'interdire l'usage d'applications classées à risque par l'Europe, sauf si il y a des fins pédagogiques spécifiques et si ces usages sont faits sous surveillance. Il conseille aussi de garder donc un esprit critique envers donc toutes les réponses et tout ce qui a été fourni par l'IA. Voilà, parce qu'évidemment, elles peuvent être fausses, on le sait tous. Et alors, le dernier conseil, et pas des moindres, c'est de préciser donc dans les fiches UE et dans les dispositifs pédagogiques au moins la notion d'application d'IA autorisée ou interdite. Et ça, je vais le développer dans 2 dias, je pense. Voilà. Donc, pour atteindre ces objectifs, ces conseils, mettre en œuvre ces conseils, etc., le bureau du numérique propose donc que tous les membres du personnel, que ce soit donc les enseignants, les administratifs, les directions et les étudiants, donc, qu'ils participent tous minimum à une séance de sensibilisation à l'intelligence artificielle, voilà, et à une formation qui est ajustée à leur réalité. Ça aussi, c'est le rôle de Frédéric dans la suite de notre partage d'expérience qui va expliquer comment on a fait notre accompagnement à ce niveau-là. Alors, le bureau du numérique, toujours, hein, puisque je parle en son nom, si je puis dire, lui distingue pour les étudiants, donc 3 usages, ceux qui sont permis, obligatoires et interdits. Donc, en fonction du dispositif pédagogique, chaque responsable d'UE devra donc préciser et communiquer aux étudiants la position vis-à-vis des applications d'IA dans le cadre de leur UE. Donc, cette démarche, elle se fait en collaboration avec les enseignants tous les enseignants de cette UE et en concertation avec les directeurs de cursus et de département. Donc, ce n'est pas une position personnelle, hein, c'est quelque chose de très collectif. Alors, donc, dans les usages permis, qu'est-ce qu'on met là derrière? Donc, c'est que les étudiants peuvent donc utiliser des applications d'IA à condition de l'indiquer. Donc ça, c'est vraiment le principe de transparence. Hein. Et voilà, si nécessaire, si on le souhaite, si l'enseignant le souhaite, demander à l'étudiant de commenter l'exploitation qui est faite. Dans les usages obligatoires, là, l'objectif est d'apprendre aux étudiants à utiliser les applications d'IA. Donc, dans ce cas, on imagine une initiation et un entraînement à l'usage des applications d'IA. Voilà, et tout ça devrait être prévu dans le plan de formation.
Voilà, ah oui, et donc du coup, pour assurer, je relis mon PowerPoint, de l'assurer, donc assurer l'alignement entre le processus d'apprentissage et le processus d'évaluation, donc le recours aux applications d'IA devrait être autorisé lors des évaluations. Alors, dans les usages interdits, là, donc, les étudiants ne peuvent pas utiliser les applications d'IA, notamment dans des UE qui visent la maîtrise de concepts ou de savoir-faire fondamentaux. Évidemment, j'ai mis d'astérix, des usages interdits suscitent quand même des remarques, des réflexions, parce que interdire l'utilisation de ces outils durant l'apprentissage est vraiment illusoire, sauf si le scénario pédagogique ou d'évaluation tient compte de l'existence de ces outils-là et donc alors nous fait que nous proposons des activités alors différentes. Il y en a eu des nombreux exemples quand même évoqués par Pascal Detreau tout à l'heure. Bon, ici, voilà, par exemple, travailler avec l'actualité récente ou travailler sur une discussion spécifique qui a été donnée spécifiquement en présentiel, des documents sources bien précises, enfin voilà, proposer un examen oral, etc. Une autre remarque, c'est que les moyens de contrôle et de vérification via des logiciels de détection d'IA, comme Compilatio ou GPT-0, d'autres, nous on estime, enfin le bureau du numérique estime que ces logiciels donc, ne seront jamais suffisamment à jour et ne présenteront pas de degré de fiabilité souhaité. Et donc ça, on s'est basé quand même, on a fait pas mal de tests, notamment avec Johan Duquesne, qui est la responsable des bibliothèques chez nous. Voilà, on a fait toutes sortes de tests avec Compilatio pour pouvoir voilà, mentionner ce frein-là. Alors, ce qui nous occupe aussi, c'est évidemment, c'est l'adoption des IA dans la rédaction des travaux de fin d'études et de mémoire. Mais le bureau du numérique donc, pense que ça ouvre l'utilisation donc, des applications d'intelligence artificielle, ouvre la voie à des approches novatrices, notamment en permettant l'analyse approfondie de vastes ensembles de données et la construction de résultats pertinents. Donc, ce sont ces outils d'intelligence artificielle, ce sont des outils d'assistance qui permettent vraiment des bonnes choses telles que l'idéation, la reformulation, la correction orthographique et la recherche d'informations. Voilà, ça, ce sont les points positifs que l'on peut y trouver. Et toutefois, bon, l'innovation, donc l'utilisation de l'IA, s'accompagne de la nécessité, évidemment, de veiller à la lutte contre le plagiat. Il estime que l'utilisation des applications d'IA doit être guidée par une démarche consciente et réfléchie où l'originalité de la pensée étudiante demeure au premier plan. Voilà. Il faut faire attention, donc il faut bien former les étudiants pour qu'ils apprennent à utiliser les outils d'IA comme des aides, voilà, sans substituer l'IA à leur propre capacité de réflexion et d'analyse et même de création. Voilà. Et donc, enfin, pour en revenir encore à ça, donc l'intégration de l'IA dans les travaux académiques doit être vraiment encadrée par des directives claires, voilà, qui valorisent l'apport personnel des étudiants. Déjà pour conclure, parce qu'on m'avait demandé de faire hyper bref, voilà. En fait, je ne vous avais pas encore parlé du conseil pédagogique, mais lui, il a décidé donc, de ne pas inclure explicitement l'IA dans le règlement des études pour éviter de devoir y intégrer tous les outils, notamment Google. Or, le problème qui a été relevé ici par rapport au recours à l'IA, c'est principalement lors de son usage dans le cadre des TFE. Donc, c'est plus en lien avec la question du plagiat qui est alors ici traité dans la partie disciplinaire du règlement. Voilà. Donc, ça, dans le règlement des études. Je rappelle donc que le bureau du numérique a été habilité par le collège de direction pour faire une charte indicative sur le positionnement de la haute école par rapport à l'IA. Et donc, cette charte donne un cadre d'usage dans le contexte de l'enseignement. Et ce n'est pas un cadre qui nous semble restreignant, mais plutôt permissif, voilà, selon les besoins de l'éducation
et tout en respectant la liberté académique des enseignants. Et alors, enfin, chaque département peut adapter cette note dans son règlement d'ordre intérieur. Voilà, il peut vraiment l'ajuster à sa réalité de terrain. Voilà. Et alors, en informer, c'est ça qui vient d'être fait cette semaine, en informer le personnel par rapport donc à sa position de département et par rapport aux recommandations du bureau du numérique. Voilou, voilou. Donc, moi, c'est déjà fini pour ma partie. C'était donc le positionnement de notre institution par rapport à l'IA. Et je passe donc la parole à Frédéric. Merci beaucoup, Laurence. Super. Merci. Je prends donc la main. Je vais partager mon écran. Pas ça. Donc voilà, je suis collègue de Laurence. Je m'appelle donc Frédéric Seny. Je fais partie de l'équipe e-learning de Elmo et plus particulièrement pour les départements informatique et technique. Et donc, je vais vous parler des quelques initiatives menées ici à Elmo, donc réparties sur les 5 verbes que vous voyez ici: sensibiliser, chercher, échanger, s'imprégner, suivre et former. Et c'est dans le cadre du verbe former que je vous parlerai un petit peu de notre guide que nous avons fait concernant l'usage de ChatGPT et de génération de questions et importation sur Moodle. Sensibiliser, je pense que beaucoup de personnes ont dû le faire, hein. En 23 notamment, on a eu pas mal de séances d'information dans les différents départements pour parler des applications de l'IA, les atouts, les faiblesses. Nous avons également actuellement un projet de recherche qui est en cours, hein. Donc mené par 3 collègues, Christiane Mathie qui est ici présente dans les participants, Vincent Reip et Émilie Herwartz. Et donc vous avez ici un QR code qui pointe vers la page de description du projet. Donc aide AIDE, c'est en fait un titre anglais comme vous pouvez le voir avec Artificial Intelligence for Didactics and Education. Allez, vite fait un petit tour sur la page parce que je l'avais. Donc vous avez le descriptif du projet avec notamment l'objectif qui est d'évaluer les impacts de l'utilisation de l'IA sur les compétences et le ressenti des étudiants et sur le métier de formateur et formatrice dans l'enseignement supérieur. Donc c'est un projet qui est en cours, qui en a encore pour un petit temps. Donc ils évaluent différents scénarios d'usage des IA. Je reviens ici. Autre point qui est un petit peu lié aussi à l'élément de sensibilisation. Merci pour le lien, Laurence. Donc, le Bureau du numérique a organisé toute une série de cafés de l'IA à Elmo, ouvert à tous ses enseignants. Donc, ça permettait de discuter, d'échanger sur des cas pratiques d'usage, et c'est en 23-24. De notre côté, en équipe e-learning, eh bien, on était à l'écoute de tout cela. Nous sommes, comme beaucoup de gens, en veille permanente et donc on a médité sur à la fois cet aspect de sensibilisation et de formation sur lequel je vais revenir après, mais aussi sur la veille où nous avons utilisé un outil de Microsoft, List, qui nous permet donc de centraliser tout élément relatif à l'IA, que ce soit des ressources documents, des liens, des URL, des formations, des feedbacks, des outils. Donc, outre ce sujet de la gestion de la veille, notre groupe de travail a travaillé pas mal sur la sensibilisation et la formation de nos enseignants. Donc, on rebondissait évidemment sur tout ce qui avait été mis en place avec le Bureau du numérique sur les cafés de l'IA pour proposer un ensemble de formations. On a commencé avec ChatGPT, premier pas. Et puis, on a mis sur pied un deuxième module qui est ChatGPT au service de l'enseignant. C'était un module qui était plutôt orienté vers un ou deux départements. Et puis, on ouvre de plus en plus nos formations, non plus en intra-département, mais en interdépartement.
ici cette année en 24-25, où nous proposons donc ce deuxième module ChatGPT au service de l'enseignant, mais aussi un troisième module qui est plus un atelier ChatGPT, donc une mise en pratique et un partage de pratiques. Donc ces formations sur l'IA, que vous pouvez voir sur le petit schéma là sur la droite, couvrent plus d'un tiers des formations que nous proposons et qui sont suivies par nos enseignants. Donc il y a beaucoup de demandes, hein. Et c'est dans le cadre donc, de cet atelier ChatGPT que nous avons mis sur pied, c'est celui-là, pardon, donc mis sur pied un petit guide pour expliquer donc une méthodologie à nos chers collègues, donc qui vise, comme vous pouvez le voir ici, à intégrer des questions formulées par ChatGPT et les importer dans notre plateforme Learn qui est basée sur Moodle. Et donc vous avez ici le schéma qui est le début du guide. Je ne vais pas passer en revue toutes les pages, ça ne sert à rien. Si vous êtes intéressé, on peut le partager à mon sens. Et donc vous voyez donc les trois grandes étapes où les deux premières sont réalisées avec ChatGPT. Donc la première étape, c'est comme Pascal Detreau vous l'a montré tout à l'heure, hein, donc de demander à ChatGPT de formuler des questions. Et donc ici, on propose format QCM par exemple, mais en précisant les bonnes réponses, mais également des feedbacks spécifiques pour chaque item. Puis on redemande à ChatGPT, une fois qu'on est content avec les questions formulées et les feedbacks, de réécrire en fait ces questions avec un format spécifique XML compatible Moodle. Et puis, on passe à ce moment-là sur la plateforme Moodle et on importe ces questions dans la banque de questions avant de les intégrer dans un test. Donc, outre ces formations proposées par notre service e-learning, vous pouvez voir trois autres points. Premièrement, donc, il y a un bachelier informatique en intelligence artificielle qui a été lancé cette année-ci en 24-25. Dans le département économique, donc, il y a une nouvelle unité d'enseignement transversale sur l'usage de l'intelligence artificielle destinée à tous les étudiants, également initiée en 24-25. Et dans le volet formation continue, donc, il y a une formation ChatGPT pour booster sa productivité et sa créativité. Voilà, donc il y a plein d'initiatives lancées et ça va continuer certainement dans les mois et dans les années à venir. Voilà, merci. Je cède la parole. Grand merci. Tout grand merci encore une fois pour ces différentes interventions. Et alors, je terminerai en invitant Jérémy Depeau à prendre la parole pour nous présenter alors sa participation en tout cas quant à l'élaboration de la charte IA au sein de la HEH. Si je ne dis pas de bêtises, hein, Jérémy. Voilà, ça, tout à fait, Lionel. Alors, je n'ai pas de beau PowerPoint comme mes collègues parce que je pensais vraiment faire ça sous forme de discussion assez rapide. Donc globalement à la HEH, donc l'idée de la charte IA, en fait, on ne l'a mise en place que dans le département pédagogique. Donc c'est pas quelque chose d'institutionnel, c'est quelque chose que ma direction a décidé de faire au niveau du département suite à plusieurs problématiques qu'on a rencontrées à partir de 2023. Comme un petit peu tout le monde finalement, hein. Je crois que je vais redire un peu ce que tout le monde a dit dans les précédentes présentations. Mais globalement, les contraintes étaient les suivantes. Donc, c'était plein de nouvelles perspectives, donc plein de questions évidemment de la part des enseignants. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Enfin voilà, on a eu toute une série de questions comme ça. Et alors, un besoin de clarification justement de la part des enseignants. Ils demandaient vraiment à la direction qu'on clarifie les choses par rapport à ça en fait. On a remarqué aussi bien qu'il y avait de grosses différences d'utilisation dans l'utilisation donc de l'IA par les enseignants, vraiment des profils très offensifs, hein, pour reprendre la première présentation. On a des collègues qui sont très motivés, qui y vont vraiment, et d'autres qui veulent pas en entendre parler. Donc voilà, c'était pour essayer de remettre un peu ça à plat. On a eu des cas de plagiat aussi, hein, dans les TFE, donc l'année académique dernière, hein, vraiment des cas avérés de plagiat
aidés par l'IA. Et donc voilà, donc ça c'est un peu le contexte. Donc après les objectifs, bon voilà, donc c'est finalement clarifier les usages. Donc on est parti là-dessus, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, même si c'est assez compliqué de dire ce qu'on ne peut pas faire. On a eu pas mal de discussions là-dessus, ça j'y reviendrai. Assurer l'équité de tout le monde, hein, finalement, par rapport à ça. Prévenir le plagiat. Respecter les objectifs pédagogiques de chaque enseignant et aussi accompagner les enseignants. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les objectifs en très résumé donc, de cette charte. Donc le contenu maintenant, alors la direction s'est basée, comme ça a été dit aussi précédemment, donc sur la charte de l'ULiège, comme ça a été dit, donc était la première à avoir lancé ça. Donc on s'est vraiment basé là-dessus. Et donc ensuite, on l'a restructuré, on l'a structuré en trois morceaux. Donc d'abord une présentation, une redéfinition de ce qu'est l'IA, donc quelque chose finalement de très simple, dans quoi elle s'intègre aussi au niveau du règlement des études. Ensuite, on a défini finalement ce qu'on pouvait faire, les usages autorisés. Il y en a eu 3 qui ont été ajoutés dans la charte. Donc c'est, si je me rappelle bien, donc l'assistant linguistique, comme générateur de contenu, et enfin comme moteur de recherche, type Perplexity, donc pour justement dégrossir un sujet et aller chercher des informations sur un sujet donné. Un assistant, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, une espèce d'assistant personnel, pour l'étudiant. Alors les usages non autorisés, finalement, c'est ce qui nous a demandé le plus de temps. On a eu des heures et des heures de discussion au niveau de la cellule qualité. Donc c'est cette cellule-là qui s'est occupée donc de cette charte. Et on a eu des discussions vraiment très longues pour en arriver finalement à la conclusion que cibler une application en particulier, ce n'était pas possible. La liste allait s'allonger à l'infini. Et donc en réalité, on a consigné seulement 2 éléments dans notre charte. Le premier élément, c'est de ne pas s'approprier un contenu qui a été généré par IA. Ça a été dit tout à l'heure aussi dans la charte de Helmo, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ne pas s'approprier un contenu qui n'est pas de soi. Voilà, sinon c'est du plagiat tout simplement. Et le deuxième élément, c'est de ne pas contrevenir en fait à ce qui aurait été donc décidé par l'enseignant lui-même dans son contrat de cours. Donc voilà, on a donné on a donné la patate chaude finalement aux enseignants, et finalement c'est à eux, au cas par cas finalement, de décider ce que eux autorisent et ce qu'ils n'autorisent pas, en leur faisant bien prendre en compte que il faut déjà pouvoir prouver que l'IA a été utilisée, qu'elle n'aurait peut-être pas dû l'être, ce qui est très très compliqué. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a laissé finalement à l'enseignant, en sachant qu'il faudra continuer à se former là-dessus, et on a encore beaucoup de boulot de ce point de vue-là. Voilà, donc cette charte, en fait, donc elle est passée par toute une série de validations, et en fait, elle a été envoyée aujourd'hui aux enseignants. Donc voilà, comme quoi ça tombait bien. Elle a été envoyée aujourd'hui aux enseignants, pardon, j'ai dit étudiants, donc aux enseignants. Au préalable, on avait fait donc un petit webinaire destiné uniquement aux enseignants pour leur expliquer un petit peu justement cette charte. Mais voilà, donc aujourd'hui, elle a été envoyée, donc on verra ce que ça donne. Et elle sera certainement amenée à bouger dans le futur en fonction de toutes les discussions qu'on aura en interne sur le sujet. Ce que je peux encore vous dire par rapport, alors peut-être plus dans mes cours, vite fait, c'est cette année, voilà, un peu à l'improviste avec une collègue, on a décidé, donc, par exemple, dans le cours d'éducation numérique en bac 1, de faire une séance de cours justement par rapport à l'IA. Alors, certains étudiants, ils connaissent déjà très, très bien. Moi, j'ai été étonné, par exemple, que finalement, dans mes classes, beaucoup ne connaissent pas du tout, n'utilisent pas du tout. Donc, ça a été l'occasion de leur montrer un peu ce que c'est, de balayer déjà quelques idées reçues par rapport à ça. Et donc, voilà, c'était une petite séance de cours assez intéressante au final. Voilà, voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ce qu'on a lancé chez nous en début d'année. Tout grand merci encore une fois, Jérémy. J'ai l'impression que j'ai pas dit grand-chose à part dire merci, effectivement, ce soir. Néanmoins, je tiens encore une fois à
à souligner l'importance de ce genre de débat au vu du contexte actuel. Et effectivement, ce serait super intéressant de pouvoir organiser un futur webinaire qui aurait pour objet la suite de tout ce qui a été finalement mis en place, le fait d'avoir un petit retour par rapport à tout ce que vous avez proposé aujourd'hui, toutes et tous. Donc voilà, encore une dernière fois, et je vous promets un grand merci. Du coup, maintenant, j'en profite simplement pour relayer l'une ou l'autre question qui avait pu apparaître dans le chat, à savoir une question d'ordre plus global, c'était de savoir s'il serait possible ou non de disposer des supports de présentation qui ont été utilisés aujourd'hui. Alors là, je m'en remets directement aux différents intervenants et intervenantes. Si vous l'acceptez, à tout le moins, je vous propose peut-être de me faire parvenir vos supports de présentation que je puisse relayer alors aux personnes qui ont participé à ce webinaire, si vous êtes d'accord en tout cas. Bah oui. Eh ben, c'est super. Voilà. En tout cas, j'ai une réponse de Frédéric. Je pourrais en reparler alors. Oui, Mais Laurence oui, aussi. oui, mais oui, en fait, on se faisait une petite discussion justement en aparté avec Frédéric à ce sujet-là, parce qu'on pensait que peut-être un lien de partage, parce que les ressources aussi évoluent. Enfin, moi, je peux donner mon PowerPoint, il n'y a pas de problème, mais concernant son fichier, voilà, on a encore donné cette formation-là, il a donné cette formation-là tout à l'heure, et voilà, elle va peut-être encore évoluer, donc voilà, c'était plus à ce niveau-là qu'on discutait. Sans problème. Sans problème. Bon, on vous fera parvenir quelque chose, oui, sans problème. C'est super Donc gentil. Lionel, on t'envoie Oui. alors nos documents. Oui, comme ça je centralise et alors je relis centralises et tu directement. partages. Ce sera plus simple. Et en plus de Ça cela, la marche. séance a été enregistrée, donc je me permettrai aussi de vous partager le lien pour le replay pour les personnes qui ne savaient pas être présentes jusqu'au bout. Alors pour toute personne intéressée finalement par rapport à ce genre de questions. Donc voilà, le lien sera rendu aussi disponible assez rapidement. Voilà, je vais pas donner de Lionel, deadline moi, directement. ce que je peux faire, parce que je crois que tu me l'avais demandé, c'est voir avec ma direction si je peux t'envoyer la charte finale, vu que maintenant elle a été diffusée aux enseignants. Donc voilà, à voir si ça t'intéresse. Tout à fait. Super bonne idée aussi. Tout à fait. Tout à fait. C'est super. Et donc, de ce fait-là, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est un petit temps dédié à l'échange, questions, réponses, réflexions. Ça peut partir vraiment dans tous les sens. Donc voilà, celui ou celle qui veut se lancer peut se lancer, que ce soit via le chat ou alors directement, soit en levant la main, soit en intervenant directement ici, oralement. Je vous cède la parole. Ça peut être aussi un temps où il n'y a pas forcément de réaction, qu'on se permet juste de digérer l'info et on peut revenir alors avec différents questionnements à la suite. Oui, je vois Madame Christine Malhomme qui lève la main, je vous en prie. Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard au webinaire et donc j'espère qu'on n'a pas parlé de ce que je vais aborder là maintenant. En fait, moi, je viens de découvrir Odeur et je ne sais pas si Odeur j'ai été voir ce que c'était et on me dit que c'est un outil d'intelligence artificielle qui retranscrit par écrit une conférence, une réunion Teams, etc. Et donc, en fait, à mon insu, j'ai été enregistrée par Odeur et j'ai vu ce que ça donnait comme texte, d'abord en anglais et puis en français. Et alors là, j'étais quand même abasourdie par comment dire, le non-sens de ce texte. Alors, je sais pas, voilà, est-ce que vous connaissez ça ou bien, voilà, c'est un logiciel, c'est… Alors, Voilà. pour ma part, je ne le connais pas du tout, mais je peux vous dire qu'effectivement, il existe des systèmes qui permettent de retranscrire en direct, tels que Teams ici, hein. La réunion Oui, est retranscrite en direct. Maintenant, ça donne lieu aussi ça donne lieu à différents résultats qui ne sont pas forcément super probants. Mais comme Monsieur De Trot l'évoquait tout à l'heure, il a eu l'occasion de mener une conférence. Je ne sais pas si vous étiez déjà là à ce moment-là. mais non, Ah, j'étais ben en voilà. retard. Voilà, pardon. Et donc, Monsieur De Trot a donné une conférence en visio finalement à destination du Liban, où finalement M. De Trot n'a pas de connaissances au niveau de la langue arabe parlée, mais le système utilisé lui permettait de parler arabe en direct finalement.
Donc, comme ça, les personnes pouvaient comprendre effectivement Ah ce oui, qu'ils oui, disaient. oui, Mais d'accord. il ne s'agissait pas du système que vous appelez odeur, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, O-2-T-E-R. Ah, ben voilà. Donc voilà, nous l'avions évoqué un tout petit peu, mais on parlait d'un autre système. Voilà, pour vous Ok. Ah répondre. oui, 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 mais c'est vrai qu'avec l'arabe, j'avais entendu ça, mais ça, c'était oral. Pour moi, c'était écrit et m'interpellait, c'était que le texte français n'avait pas de sens et que donc cet étudiant, mais voilà, je ne sais pas dans quelle mesure, enfin, je ne sais pas trop comment je devais réagir à ça. Je peux pas valider, moi, un texte comme ça, mais d'un autre côté, on m'a pas demandé de le valider et j'ai été surprise. C'est arrivé il y a 2 jours. Alors, je lance votre réflexion, effectivement. Si Oui, quelqu'un ou quelqu'une veut réagir, c'est le moment. merci en tout cas. Alors, je vois que Céline Collas souhaite réagir. Je vous en prie. Oui, bah, par rapport à ce que madame vient de dire, je pense que là, c'est au-delà du problème avec l'IA, je pense que c'est un problème aussi de consentement par rapport au fait que des outils sont utilisés au détriment d'autres. Et ça, ben, c'est aussi tout l'intérêt des chartes, si je ne me trompe, des chartes et du travail justement au sein des écoles, des universités, etc., pour mettre en place des choses pour qu'il y ait, si par un consentement en tout cas, qu'il puisse y avoir une discussion et que tout le monde soit bien clair et transparent sur ce qui est mis en place, quoi. Tout à fait. Merci pour votre intervention. Je vois que dans le chat, il y a également des réflexions. Alors, je vais prendre la réflexion première. Bonsoir. Avec les recommandations du Bureau du numérique à l'ELMO, est-ce qu'il y a eu une modification du contenu demandé dans le cadre du TFE? Par exemple, moins de recherche, plus de pratique. Ah ah. Bonne question. En effet. Si mes collègues Christiane et Frédéric veulent en parler, moi ce que j'en sais, c'est que dans les séances de sensibilisation et de formation, effectivement, on évoque l'infographie là que Pascal Detros a mentionné, l'infographie de Roy, euh, où on peut inclure des outils d'intelligence artificielle tout au long du processus de création, enfin d'écriture de son TFE. Voilà, maintenant, plus concrètement, voilà, si Frédéric ou Christiane veulent répondre, welcome. Oui, moi je veux bien. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, donc Oui, oui. en fait, dans les cursus où je donne cours, à savoir les cursus informatiques, on est en train de revoir un petit peu justement les grilles d'évaluation pour les rédactions de mémoire au TFE. Et on envisage même d'imaginer des prompts qui permettront, en fonction d'une grille d'évaluation qu'on doit revoir, mais qui permettront de faciliter les feedbacks par l'enseignant par rapport au brouillon de TFE, et même des prompts, certains prompts peut-être légèrement différents, qu'on fournirait aux étudiants pour qu'ils améliorent déjà en amont leur travail. Donc ça, j'avais fait par exemple l'an dernier, c'est carrément fournir un prompt type à mes étudiants en leur disant, mais c'est pas possible de m'envoyer des brouillons avec des phrases mal formulées, des paragraphes mal formulés, alors que l'outil existe pour reformuler. Et donc nous, on n'a pas de souci au niveau du contenu en lui-même parce que leur mémoire est basée sur ce qu'ils ont fait pendant le stage. Et c'est un travail tout à fait original, évidemment, et c'est ce travail qu'ils doivent nous expliquer. Donc, c'est un peu différent d'un travail de recherche. Donc, par rapport à l'originalité du contenu et au fait que ça vienne bien d'eux et de leur travail en stage, ça, c'est facile de le vérifier. Mais on va les encourager vraiment à utiliser l'IA pour améliorer la formulation, l'orthographe, etc., alors qu'ils ne le faisaient pas nécessairement, et pour aussi faciliter le feedback des étudiants, des étudiants par les enseignants. Voilà. Mais c'est en cours. Merci beaucoup. Je vois également une question de Sandrine dans le chat. Quelle réflexion sur l'impact de l'IA sur les programmes de formation à Elmo?
Oui, ben, je vais amener quelques éléments de réponse. L'impact de l'IA sur les programmes de formation, ben, il y a eu, ça dépend vraiment des cursus et personnellement, je n'ai pas une vue sur tous les départements. Mais comme je montrais dans mon dernier slide, il y a donc dans le département économique, ils ont créé une toute nouvelle unité d'enseignement à destination de tous les étudiants sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le cadre de leur formation. Et puis, bah, il y a le bachelier en IA, qui est évidemment un bachelier de 3 ans ici. Certes, les étudiants sont formés à l'utilisation de l'IA pour leur vie professionnelle. Euh, ils doivent évidemment manipuler l'outil de manière réflexive, si je puis dire, parce qu'ils ne doivent pas, je dirais, développer une IA from scratch. Ils doivent vraiment l'exploiter à bon escient. Puis bon, il y a eu je pense qu'il y a des choses qui vont arriver aussi suite à la publication du document du Bureau du numérique sur l'usage de l'IA au sein de Toutelmo. Donc là, aujourd'hui, c'est peut-être une réponse un peu légère. On aura est très focalisé, je dirais, dans le département technique et informatique. Maintenant, on aura sans doute des éléments plus larges d'ici la fin de l'année académique, je dirais. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, il me semble qu'il y a une sorte de consensus qui a émergé sur le fait qu'on voulait encourager l'utilisation de l'IA, mais plutôt à partir du bloc 2, parce qu'au bloc 1, il y a beaucoup de cours qui sont vraiment, qui concernent les connaissances de base, qu'il faut être capable de faire sans aide. Donc, ça va plutôt se focaliser à partir du bloc 2, tandis que les interdictions seraient potentiellement plus susceptibles d'arriver au bloc 1 pour leur permettre d'acquérir d'abord les outils de base. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'une ou l'autre personne souhaite encore intervenir. Je vois qu'il est 18h56, nous sommes dans les temps. Donc si vous souhaitez intervenir, c'est le moment, c'est à l'instant. Alors Sandrine, j'ai vu que tu as essayé de parler. Est-ce que tu m'entends, Lionel? Là, je t'entends. Super. Voilà, donc Sandrine Decamp de l'AELA. D'abord, je remercie les différents intervenants et les réponses qui viennent d'être formulées par rapport à la réflexion sur les programmes. Évidemment, comme Pascal Detreau l'a très bien exprimé dans la conférence, il y a toute une réflexion sur aujourd'hui quelles sont les compétences incontournables qu'on doit développer chez nos étudiants. Et évidemment, l'IA bouleverse un peu la représentation qu'on peut se faire de ces compétences. Donc voilà, je souhaiterais que dans le prolongement de ce webinaire, on puisse peut-être, avec les personnes relais du projet Comet, continuer à se mettre en réseau et en réflexion sur comment accompagner les programmes de formation aujourd'hui en haute école, en lien avec les référentiels de métier et les référentiels et programmes de formation, en tenant compte de l'émergence de ces nouveaux outils. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui répond à vos préoccupations, mais je pense que ce serait vraiment un sujet qu'on pourrait continuer à travailler ensemble. Je suis partant et c'est noté, Sandrine. Merci beaucoup, Lionel, pour l'organisation de cette soirée et merci aux participants aussi d'être venus aussi nombreux. Je ne peux faire qu'appuyer ce que vient de dire Sandrine et sur ces derniers mots finalement, j'en profite pour vous dire que vous serez bientôt certainement contactés pour d'autres événements de ce type qui auront lieu à la fois au mois de novembre, au mois de décembre et toute l'année qui arrive. Donc si vous êtes intéressés, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre lors d'un prochain webinaire consacré potentiellement à cette thématique ou d'autres thématiques en évolution. Donc voilà, j'en profite une dernière fois pour toutes et tous vous remercier et donc du coup je vous dis à très bientôt et certainement alors bon appétit.